Bonsoir à tous. C'est avec un grand plaisir que l'œuvre à nu vous retrouve après ces longues vacances. Et ce soir, nous accueillons un artiste que vous connaissez déjà, car il est venu en septembre 2015. C'est Thibault Latour. Bonsoir. Thibault. Bonsoir. Bonsoir Thibault. Avec nous, à la technique, un grand photographe qui présente maintenant les couleurs de Verdun, qui se nomme Johan Bayon. N'hésitez pas à utiliser le chat pour faire un petit coucou à Thibault ou pour donner vos impressions, ça nous ferait plaisir. Pour donner le ton de ce soir, Thibault a été retenu par le journal Le Jeudi. Il faut dire que Thibault arrive de Belgique. Donc c'est un journal belge. Un journal luxembourgeois. Ah bon. Mais c'est pas grave. Ah bon, manque de peu. Oh ben, c'est petit. Hein, la du jeudi 3 mai 2018, c'était la journée de la presse où les artistes s'illustraient, non, la journée de la liberté de la presse, où les artistes s'illustraient avec une phrase. Donc on avait demandé, ce journal avait demandé à Thibault de lui donner une phrase. Alors il y avait le grand journal, Thibault en photo, et sa phrase. Écoutez bien, prenez des notes. Avec méthode et honnêteté intellectuelle, absolument tout peut être dit, puisque n'importe quoi ne peut être dit. Thibault Latour. Alors, vous avez 3 heures. On va vous laisser méditer. On comprend pourquoi Thibault a choisi cette phrase. Oui, vu que je suis scientifique, Voilà, à partir du moment où on applique une méthode rigoureuse et intellectuellement honnête, on peut dire des choses qui sont a priori difficilement recevables, mais qui sont pourtant avérées, puisqu'elles sont dites avec rigueur. Et donc tout peut être dit. Exactement. Avec honnêteté. Avec honnêteté intellectuelle. Voilà. C'était une petite explication de texte. Mais vous n'allez pas avoir que ça ce soir. Alors justement, comme Thibault vient de dire, il est de formation scientifique, parce que donc Thibault est un chercheur. Alors nous, on avait marqué chercheur mathématicien, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il est chercheur, il cherche. Donc il a une formation plus de chimiste. Oui, j'ai une formation de scientifique, chimie théorique. Donc à la fin, c'est toujours des maths, c'est de la simulation, ce sont des modèles mathématiques. Et puis j'ai une expérience professionnelle de plus de 15 ans maintenant dans l'informatique, donc qui est un petit peu la suite logique de la chimie théorique. Exactement, donc... Chimie théorique, c'est la chimie sur les ordinateurs, c'est celle qui ne sont pas mauvais. Exactement, voilà, et puis qui ne fait pas de mal, c'est qui ne fait pas de mal, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Ça. Oui, ça, on ne sait pas. Donc, justement, tu vas nous expliquer tout au cours de l'émission le lien, justement, qu'il y a entre ton travail et ton travail artistique, parce que il y a un lien. Oui, forcément. Oui. Il y a une inspiration. Il y a une inspiration. Influencé par ton travail. Dans tes œuvres. C'est pas une influence, c'est quasi un état unique. Et c'est juste 2 facettes de la même chose. Okay. Pour moi. Après, c'est mon opinion personnelle. Donc, il y a 3 ans, tu étais venu dans l'œuvre à nu et on s'était arrêté à une de tes séries. C'était l'élément perturbateur. Tout à fait, voilà. oui. Donc là, on peut peut-être voir 2 photos pour nous remémorer un petit peu. Voilà, donc si tu veux nous dire... Oui, tout à fait. Bon, on va parler un petit peu plus tard du contenu et du modèle mathématique, parce qu'il y a toujours un modèle mathématique qui se cache derrière. Mais le modèle mathématique, finalement, n'est qu'un instrument, c'est juste le moyen de le faire. Ici, c'est un pavage non périodique, j'expliquerai ça plus tard. Et l'élément perturbateur, on voit qu'il y a une petite erreur ou un petit problème. Il y a un crochet, voilà. Qui perturbe le tableau. Exactement, qui perturbe le tableau et qui lui donne son sens. Celui-ci s'appelle faille, puisque c'est exactement ce qui est représenté. Il y a une faille. Voilà. Celui-ci s'appelle fusion, puisqu'on a de l'or et de l'argent. On a deux éléments qui se mélangent. Et de nouveau, il y a un principe mathématique qui est derrière, avec une erreur. L'erreur, elle est assez flagrante. C'est la petite particule qui vient créer une perturbation dans cette fusion. Et qui fait que, finalement, le modèle n'est pas froid. Le modèle acquiert un sens. L'image acquiert un sens, même si elle reste abstraite. Un sens qui est donné par le titre, fusion ici, mais qui peut être aussi projeté par le spectateur, tout simplement. Et donc tu nous parlais de
Sur ces tableaux d'éléments sémiotiques, si tu peux nous expliquer un petit peu. Oui, alors c'est un petit peu théorique. C'est théorique, mais c'est pour comprendre. Mais oui, c'est oui. assez intéressant. Il y a toute une série de théories. Donc la sémiotique, c'est la science du signe. Donc le signe, une lettre. Avec ses notes. Une lettre de l'alphabet, c'est un signe. Un écriteau, un petit bonhomme ou une petite dame en robe sur la porte, sur une porte. Tout le monde a compris que ce sont les toilettes. C'est un signe. Donc un signe, en fait, c'est une espèce de relation comme ça entre ce que l'on représente, ce que ça veut dire, et l'objet qui sert à représenter. Donc, entre l'image, ce que ça veut dire, et quand je parle des toilettes, le petit dessin, c'est la représentation, ce que ça veut dire, le concept de toilette et les vraies toilettes. C'est pour indiquer. Et le signe, c'est ce qui fait la relation entre les trois. Voilà. Et donc toutes les œuvres d'art, dans un certain sens, sont elles-mêmes un signe ou contiennent des signes. Donc elles signifient quelque chose, elles veulent dire quelque chose, c'est ce qui a été construit par l'artiste. Et dans certaines théories, après il y a beaucoup de théories de la sémiotique, je ne suis pas un spécialiste de la sémiotique, mais il y a une théorie qui classifie les signes dans trois. Il y a différents signes, trois sortes, exactement. Trois types voilà. de signes, là. Et en fait, c'est assez facile à comprendre, les trois types de signes. Oui. C'est... on va regarder un peu la relation qu'il y a entre l'image et ce que le signe représente. Et le premier type, c'est quand l'image ou la représentation, ça n'est pas nécessairement une image, la représentation est exactement... il y a une relation directe entre ce qui est représenté, la représentation, et ce qui est représenté. Donc par exemple, si on montre une tour Eiffel pour parler de la tour Eiffel, le signe représente la tour Eiffel. Et donc ça, c'est ce qu'on appellera une icône. Et d'ailleurs, dans les arts religieux russes, une icône, ce sont les représentations de Jésus. Et ils sont assez figuratifs. Effectivement, on essaie de représenter Jésus, les saints, etc. Je m'excuse immédiatement auprès de tous les spécialistes des icônes. Je ne suis pas spécialiste des icônes, si j'ai dit une énormité. Non. Envoyez des commentaires sur le chat, n'hésitez pas. Il y a une deuxième, de l'autre côté, il y a aussi tous les signes qui sont des signes qui n'ont aucun rapport. Donc la représentation n'a aucun rapport avec l'objet représenté. Mais on comprend. Par exemple, oui, voilà, un rond pour représenter, je ne sais pas, une voiture, par exemple, ou... mais il n'y a pas de lien direct. Et donc, pour faire le lien, on est obligé de l'apprendre. On est obligé il y a un code. On est obligé d'apprendre ce lien. Il doit y avoir un dictionnaire qui dit un rond représente une légende, le rond représente une voiture, par exemple. Et entre les deux, et donc ça c'est le symbole, et entre les deux, il y a ce qu'on appelle les métaphores. Alors il y a différents noms. On appelle ça les index dans certains cas. Moi j'aime bien le terme de métaphore, c'est-à-dire c'est quand le lien est indirect. Et un exemple le plus flagrant, c'est le petit flocon de neige pour signifier le froid. Le froid ou la glace. Donc si on prend un flocon de neige pour signifier un flocon de neige, on est dans une icône, mais si on prend un flocon de neige pour signifier le froid, on est dans une métaphore. C'est-à-dire qu'on va en fait, par la représentation, signifier un des attributs de ce que l'on représente. Donc le flocon de neige, il a plein d'attributs, il a plein de qualités, il a plein de caractéristiques, dont le fait d'être froid. Et donc on va utiliser cet attribut-là, cette qualité du flocon de neige, pour représenter la notion de froid. C'est un peu l'entre-deux comme ça, c'est la métaphore. Alors pourquoi je vous explique tout ça? Parce que finalement c'est un peu ennuyeux. Non, mais pas du tout, c'est très ça peut l'être. Mais finalement en fait c'est parce que ce que j'essaie de faire dans les tableaux, c'est de créer cette espèce d'entre-deux. Et c'est pour ça qu'il y a derrière un modèle mathématique, mais s'il n'y avait que le modèle mathématique, il ne représenterait que lui-même, et on serait dans quelque chose de très symbolique, et ça nécessiterait des explications, trop d'explications. Et on aurait une distanciation beaucoup trop grande, et ce serait assez aride des fois, et inintéressant, à mon sens. De l'autre côté, il y a le total figuratif, on représente ce que l'on veut représenter, et ce n'est pas... et donc là, on serait dans un signe iconique, ce n'est pas ce que je cherche. Ce que je cherche, c'est de susciter une espèce d'entre-deux, la métaphore. Et c'est là que l'élément perturbateur vient perturber et créer ce lien. Donc il y a deux signes, il y a l'élément perturbateur et le titre qui sont les clés d'interprétation, et tout le reste n'est que l'interprétation que chacun peut s'en faire. Alors les titres... Bon, après toutes les explications théoriques, j'espère que je ne vous ai pas déjà embêté et endormi. Non, pas du tout, mais c'est très intéressant parce que ça nous permet de mieux comprendre aussi après. Voilà, donc voilà, donc ça techniquement ce sont des sérigraphies, donc elles sont assez grandes, elles ont un format A0, donc c'est on les a vues sur des feuilles qui font à peu près 100 cm par 70 cm. Et donc ici c'est la même chose, c'est un modèle mathématique derrière qui a servi à créer l'image, mais ce modèle mathématique a une rupture. Bon, alors ici l'élément perturbateur c'est tout simplement qu'il y a cette fracture rouge, donc cette rupture dans toute la symétrie. Et d'où le titre de cette sérigraphie s'appelle Fracture. Après, donc, pour moi,
l'idée c'est d'humaniser la froideur de la mathématique. C'est cet élément perturbateur, c'est ce côté métaphorique qui vient ajouter le petit plus qui fait qu'on mais a... qui vient l'humaniser, Oui. qui enlève la froideur du modèle. Et qui nous donne à réfléchir. Et qui nous donne à Voilà. réfléchir. C'est C'est ça l'en- qui est Et à intéressant. l'enjeu. chercher pourquoi il y a cet Voilà, élément. c'est l'enjeu. et, Tout à fait. Si tu veux bien revenir sur l'image d'avant. Parce que là, d'abord, on cherche à réfléchir le rythme, etc. Pourquoi c'est cassé, comment c'est cassé, comment à fait, tu t'en oui. sors de cette Et histoire. puis on peut voir apparaître ce qu'on veut. je Et veux dire. voilà, aussi. Moi je suis chimiste, donc je vois des molécules là-dedans, mais peut-être que d'autres ne les verront pas. oui, des voir molécules, des des champs qui cellules, coulent. On peut voir, voilà. Et c'est ça qui est intéressant parce que chacun s'approprie quelque chose qui est d'un niveau mathématique très quand même haut, parce que ce sont des formules mathématiques. Ce sont des modèles, oui, ce sont ce qu'on appelle les pavages non périodiques. On va, oui. On a deux, trois petits schémas. On va y tout à l'heure, revenir on va en pour parler bien tout à l'heure, expliquer. Donc on passe à l'image 4. On fera un peu de maths ce soir. je Oui, pense, oui, hein. Ouais. on avait prévenu déjà du français au début. Bah voilà, donc ici c'est un peu le même principe. Donc on a aussi un modèle mathématique, c'est un pavage non numérique. On est dans une symétrie différente. On en parlera un petit peu tout à l'heure avec quelques schémas explicatifs, parce que sinon dans le vide c'est assez difficile à comprendre. Et là aussi, ici l'idée c'est d'évoquer, non pas de représenter, mais d'évoquer un lieu. C'est une série qui s'appelle Somewhere Nowhere, donc on évoque un lieu. Dans le cas qui nous occupe ici, le lieu c'est un champ de lave en Islande, le volcan est entré en éruption dans les années 80. Donc, le volcan, c'est le petit rouge. Le volcan, Ça passe. c'est un volcan assez plat, il n'a pas de cratère. D'accord. Donc c'est un volcan qui s'est écoulé sur une très grande surface. Et cette surface est assez chaotique. Ce sont des espèces de plaques de lave noires qui s'enchevêtrent. Ça fume encore, donc c'est encore un peu chaud sous la surface. Et de temps en temps, on peut encore voir vaguement un peu de rougeoiement dans les creux des D'où plaques. le petit carré rouge. Voilà, alors ici c'est pour évoquer le champ de lave. Le petit carré rouge évoque la source de la lave, le point chaud. Oui. Le point chaud, et le modèle mathématique a servi à figurer l'enchevêtrement dans la nature chaotique. Ici, il n'est pas chaotique, d'un point de vue mathématique, l'enchevêtrement des plaques de lave. Par contre, là, on est en relief. On est en relief. On est en Tout à relief, l'heure, oui. était On était sur le plan. Oui. Sur le plan. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui. Il faudra que tu nous expliques comment tu Le relief, on va y revenir. Là, Oui, on va y revenir à cette après progression, oui, tout à fait. quand on arrivera sur la 2D. Alors, on continue. Avec la photo numéro 5, je suppose. On est allé trop vite. Oui, non non, c'est très Non, bien, non, non. Voilà, donc voilà encore là, un... on voit mieux. Voilà encore effectivement un relief, mais c'est un relief assez plat. Et donc on est encore dans un modèle de pavage non périodique. Alors vous aurez remarqué ici qu'on a quelque chose qui ressemble vaguement à des carrés. Sur le précédent aussi, on avait une symétrie qui ressemblait à des carrés. Sur les deux premiers, on avait quelque chose qui faisait penser vaguement à des pentagones, donc des polyèdres à 5 côtés. En fait, ça nous donne une information sur le modèle qui se cache derrière, c'est qu'il y a une symétrie locale, et donc on a une symétrie d'ordre 5, on a des pentagones dans les deux premiers, et on a une symétrie locale d'ordre 4 dans les deuxièmes. Ce sont ces deux mathématiciens différents qui ont mis au point ce On en modèle. parlera tout Et à on en l'heure parlera avec après. Donc ici, on est Penrose encore, et, voilà, c'est Penrose on en et parlera Herman pour tout ne à pas les l'heure. citer. Et donc ici, on a encore c'est une œuvre beaucoup plus ancienne où là, il n'y a pas d'éléments perturbateurs. Donc, j'en ai fait quelques-unes sans éléments perturbateurs. C'est intéressant, mais je trouve plus intéressant d'avoir l'élément perturbateur qui vient Nourrir. Dynamiser un petit peu, redynamiser, oui, humaniser oui, le... redonner un petit peu Alors, de- la je pièce. me souviens de ce que je voulais demander tout à Ah oui. l'heure. Je voulais demander, comment tu fais pour faire est-ce que tu colles, est-ce que tu coupes, est-ce que tu... Ah oui, Bon. alors il y a différentes manières On a de le faire. droit de te demander Oui, ça. pas Bon, de souci. il faut savoir quand même que On a visité avant que tu arrives au tableau lui-même, c'est des heures de calcul et tout ça. Enfin, Alors, pour certaines œuvres. ça dépend, oui. Donc, il y a on des a modèles- vu certaines œuvres où, enfin bon, quand on... Des Exactement, calques, oui. Ah oui, c'était Ouais. énormément de boulot, on se rend pas compte. Bah mais- oui. En fait, tout simplement, il y a quelquefois du calcul, quelquefois simplement l'application du modèle mathématique plutôt à la main, mais toujours un travail sur l'ordinateur À pour voir, ouais. faire le canevas.
Alors quelquefois le canevas peut se calculer, hein, certains systèmes, pour ceux qui connaissent, ça s'appelle des L-systèmes, et il y a des algorithmes qui permettent de les générer. Les générer en grande surface demandent quand même beaucoup de mémoire et un temps de calcul assez conséquent. C'est des grandes surfaces. Oui, voilà, maintenant on peut les faire, il y en a qui sont très très grandes, hein, qui font 1m50 tu nous en as sur montré. plus d'un mètre, Ouais. oui, mais je pense qu'elle est dans une des photos pour plus tard. Ouais. Donc il y a un travail sur l'ordinateur, mais qui n'est pas nécessairement fait avec des calculs, mais qui est en fait, en tout cas, l'application du modèle mathématique. Donc, dans les cas du pavage, faire le pavage, ça forme le canevas. Ensuite, un travail à la gouache, au Posca ou à l'acrylique, c'est la recherche de la mise en couleur. Alors je pourrais le faire sur l'ordinateur, mais le problème de l'ordinateur, c'est qu'on a les couleurs par transparence. Oui. Et on n'a pas nécessairement les tons qui nous conviennent. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle s'est imprimée sur le papier, on n'a pas la même correspondance. Puis que là, tu travailles en direct. En fait, tu vois ce que donc tu je fais les tests à la fois sur couleur. l'ordinateur, dans les grandes gammes de couleurs, et puis après les tests avec l'acrylique, le Posca ou de la gouache. Pardon. Et une fois que j'ai le résultat qui me convient, je retourne sur l'ordinateur pour injecter les couleurs qui me conviennent, et puis je vais à l'atelier de sérigraphie, parce que ce qu'il faut pour que l'image vibre, il faut des aplats de couleurs parfaits. Oui. En tout cas, en ce qui concerne les sérigraphies. Oui. Et donc, Parce la que gouache, c'est l'acrylique, ça ne marche pas, plusieurs parce qu'on a les traits de pinceau, Ah oui. ou même l'encre de Chine, on a des variations de brillance dans Oui, l'encre de ça Chine. reste, c'est pas uniforme. Quoi. C'est pas uniforme. Donc, la sérigraphie, c'est le meilleur moyen de le faire. Donc, à ce moment-là, je passe à l'atelier de sérigraphie, et puis après, c'est l'atelier, on couleur par couleur. Alors là, il doit y en avoir des des passages, j'imagine. Ça dépend du nombre de couleurs, oui, voilà. Et ceux en relief. Alors, ceux en relief, c'est différent. Ceux en relief, ce sont soit un long travail, donc toujours le modèle, etc. Donc je fais un modèle, des croquis, etc. et les calculs. Et puis après, soit c'est une machine numérique qui l'a fait. Donc c'était le cas de celui qu'on a vu pour le champ de lave. Donc ça, c'est une graveuse 3 axes qui l'a gravé. Ah d'accord. À partir donc celui-ci, à partir du modèle mathématique. C'est modélisé en 3D, c'est ça? C'est modélisé en 3D, puis c'est une graveuse donc qui fait le relief. Et puis après, c'est de nouveau du travail à la main, hein, c'est du ponçage, du reponçage, du laquage, du re-reponçage, etc., pour arriver au résultat. Dans d'autres cas, on a des surfaces que la graveuse ne peut pas, en 3 axes en tout cas, ne peut pas faire, quand on a des surfaces concaves. La fraise ne peut pas aller dedans. On pourrait l'imprimer en 3D, mais alors on n'aurait pas cette qualité, et puis ça ne se reponce pas très bien. Donc à ce moment-là, ça prend plus de temps. Je coupe les petits bouts de bois et je les on avait vu, hein. Je les réassemble. Oui, il me semblait bien qu'un par un... Voilà. Il fait son jeu de construction qui Voilà, donc ils sont coupés, repeints, collés, de nouveau sablés. Donc voilà, c'est pour ça que c'était important pour que tu en parles, parce que c'est vrai que quand on voit le tableau là, on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière. Oui, hein, ça prend du temps. C'est énormément de temps. D'ailleurs, on peut peut-être finir avec les photos 5, voir un petit peu... Voilà, donc ça c'est celle qu'on a vue en rasant, donc ça c'est la partie entière. Donc là c'est un pavage non périodique, oui, ce sont typiquement des cartons. Alors non périodique. Des cartons encollés avec un tissu, etc. Et on va venir à l'explication de ce que c'est que le pavage non périodique. Et celui-ci c'est le premier, je pense, de ce mathématicien-là, il n'y a pas d'éléments perturbateurs, c'est le seul. Et après m'est venue l'envie de mettre les éléments perturbateurs. Alors on parlait de symbolique. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Non, mais c'est très bien. Si, non, mais c'était dans le... Ça rentre très bien, donc pour ceux qui connaissent Félicien Rops, c'est un illustrateur, graveur, qui est symboliste, donc il est dans le courant symboliste, il est originaire de Namur en Belgique, mais il est surtout célèbre pour avoir illustré Les Fleurs du Mal de Baudelaire et d'autres écrivains. Et évidemment, il avait quelques petits soucis avec l'ordre moral, hein, donc ça, ce sont des gravures assez connues. Il y a le Pornocratès que beaucoup de gens connaissent, donc c'est une femme nue qui promène en laisse un cochon. Voilà. Et cette illustration, c'est pour montrer que ce que je vous ai raconté sur les symboles, et donc sur les différents types de signes, le symbole, la métaphore et l'icône, il n'y a pas de lien direct entre d'un côté on a quelque chose de figuratif et de l'autre côté quelque chose d'abstrait. Ça ne se corrèle pas. Et cette image-là illustrait le fait que voilà un graveur symboliste
qui a C'est pourtant que- une iconographie, enfin des représentations figuratives Métaphoriques. Donc- et figuratives. Oui, il a C'est tout. une femme. Il a tout Bah mis oui, là. oui. Voilà. Oui. Donc c'était Tout est juste pour réuni c'est juste sur pour le illustrer même qu'il n'y a pas de tableau. corrélation Voilà. entre ces trois types de symboles et la peinture abstraite ou la peinture figurative. C'était pour illustrer ce propos. D'accord, on va Oui, c'est passer bien. à l'autre. Alors ça, c'était... Alors, Il faut que tu nous expliques. Ça, c'est une installation qui a été... en fait, elle a une petite histoire. C'est d'abord été dans les années 90, fin des années 90, l'invitation pour une pièce de théâtre dans laquelle je jouais. Une invitation que j'avais réalisée pour cette pièce de théâtre. Parce qu'on a oublié Et c'est de une dire pièce de que théâtre t'étais acteur aussi. Dans une vie précédente. Oui, j'ai été acteur. Musicien, Et donc, cette pièce de théâtre, c'est une pièce de Werner Schwab, qui est un auteur dont autrichien. dont tu vas On nous verra en la photo. parler. Après, il peut Tout à nous en fait. parler maintenant. Ben, hein. oui, je Ouais, peux mais vous en Puisque parler. tant qu'on a la photo, oui. Mais je vous en parlerai de c'est Werner pas Schwab juste après, donc je vous Ouais. explique ici. Donc c'est d'abord été l'invitation pour cette pièce de théâtre de Werner Schwab, qui a été jouée en 98 à Namur et à différents événements. Et puis j'ai repris récemment cette invitation, je l'ai retravaillée, mais alors, dans une représentation qui est extrêmement grande. Elle fait 4,80 m sur 2,30 m, Ah oui, oui. donc c'est très très grand. Et en fait l'idée c'était de penser ce qu'on appelle les planches à trous. Ah oui, Vous voyez la figure de ta tête au milieu. La figure de Jésus, mettez- en fait, oui, voilà, oui. c'est un trou, on met sa Oui, tête. oui. Donc là, c'est l'image qui est avant son impression, mais donc on met sa tête. Et évidemment, on a ici dans la dernière scène de Léonard de Vinci, tout le monde l'aura reconnu. Et j'ai remplacé la tête des apôtres par les photos des dictateurs européens. Voilà, ils sont tous là. Parce que cette pièce de Werner Schwab, évidemment, il y a un lien avec le titre. La pièce s'appelle Excédent de poids insignifiant amorphe. Et le sous-titre, c'est une scène européenne, scène avec un C, donc comme la dernière scène. Oui, comme la dernière scène. Et cette pièce nous parle des petits fascismes ordinaires, de gens ordinaires. On se trouve dans un bar, et il y a toute une série de personnes qui sont assez mal dans leur peau et qui expriment tout le tragique de leur vie, leur mal-être, etc. Alors, dans un langage qui est assez intéressant, c'est un langage de récupération qui est fait de slogans. Ce sont des Tout gens ce qu'on a entendu qui parlent de- mal et ils font des collages avec ce qu'ils ont entendu. Et pendant tout le premier acte, ils sont là dans ce bar en train de raconter leur vie, de se déchirer, de raconter leur malaise. Et à l'avant-scène, il y a un beau couple de bourgeois qui est là, très joli, ils sont beaux, ils s'embrassent, ils sont très amoureux, mais ils ne disent rien, ils sont juste là dans le bistrot. Et à la fin du premier acte, tout ce petit monde commence à trouve une victime expiatoire. En fait, finalement, Faut tout ce qui trouver leur quelque arrive, chose. Oui, c'est la faute à quelqu'un. c'est leur faute. C'est eux. Et l'acte se termine par le viol de ce beau couple, et puis ils les mangent, tout simplement. Ah, quand même. Et la scène centrale, La scène. l'acte central, le deuxième acte, est cette dernière scène, où on les voit sur une grande table, nus, plein de sang, avec les cadavres qui sont sur la table, en train de continuer à dévorer les cadavres. Et puis finalement, ils s'interrogent, il y a une catharsis, ils s'interrogent, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Comment on en est arrivé là ? Et donc c'est tout le deuxième acte. Et le troisième acte est un remake du premier, mais pris d'un autre point de vue, c'est que cette fois-ci, le beau couple parle. Ah, Et on se rend compte qu'ils ne sont peut-être pas nécessairement les c'est victimes pas que eux, l'on oui, croit. oui. Ils Mais disent des qui- choses. Mais ça, je ne vais pas le dire, il faudra aller voir la pièce. Faut aller voir. Elle a été montée régulièrement, elle a été créée en français. Donc elle est en allemand au départ, elle a été créée en français par le Théâtre Varia à Bruxelles en 97, je pense. Et nous, Et on l'a elle montée continue à en être 80. jouée. Elle continue à Ça être jouée, continue à être elle a été jouée assez régulièrement en France. C'est un théâtre un peu avant-gardiste, un théâtre un peu pointu. Oui, oui. Mais Mais- c'est très intéressant. C'était quel acteur toi Moi, j'étais un des personnages, un des dévoreurs. Un des- Ah, Ah, t'as Voilà, un peu. mangé. Pour la petite histoire, mon personnage s'appelait Jürgen, était prof de philo. T'étais prof Dans le t'as spectacle, mangé. Et on a t'as- violé et t'as- nous avons mangé, Oh, oui. Alors, Je suis vraiment désolé. Non, non, mais j'ai pris c'est. froid. si tu veux un petit Bon, un peu. coup. Donc, Alors, justement, voilà. donc ça, c'est Schwab. Donc voilà justement. Werner Schwab. Bon, il faut savoir que Werner Schwab, il est mort à 36 ans. Il a écrit, je pense, 11 pièces de théâtre, si je ne me trompe pas, ou en tout cas une dizaine de pièces de théâtre, quasiment en 2 ans. Ah oui, donc il est. Ah, il était profondément alcoolique, il est mort à 36 ans. On l'a retrouvé mort en 94. Mais il a laissé une œuvre extraordinaire d'un théâtre extrêmement très expressionniste et qui est vraiment d'une très très grande qualité. Et la pièce dont je vous ai parlé, c'est sa deuxième. Ah, c'était sa La deuxième. première Donc on s'appelait imagine Présidente. les dernières, c'est monté. Non, il n'y a pas eu de il gradation y a pas eu que- particulière, mais, non. Tu veux boire mais disons... Oui, ça ira, merci. Mais disons que voilà, il y a ce propos. Et donc, donc c'est ce qui fait le lien avec l'invitation. C'est cette scène, cette dernière scène avec
avec tous les dictateurs européens. Alors évidemment, ça suscite quelques réactions, parce que je ne sais pas si vous avez vu, il y a Pétain, il y a, Oui, il y a Mussolini, Hitler, et il y a encore des gens Bien qui... connu, mais Il y a encore des gens qui s'interrogent quant à savoir pourquoi tel ou tel se trouve à cette table en Et fonction de la pourquoi tu l'as mis à sensibilité de gauche chacun. ou tu l'as mis à droite ou, Oui, non, ou ça c'est là pas... ou là. Non, mais j'ai eu des questions. Pourquoi Pétain est là? pourquoi elle a... Ah oui, par mais- exemple. bah oui, Pétain, oui. Je trouve ça intéressant C'est pas parce encore que assigné, hein. ça suscite encore des réactions. Ah oui, oui. Et puis c'est Et ça peut-être dépend d'anciens des Italiens. générations aussi de, Voilà. de personnes. hein. Donc je n'ai pas fait de parti En pris. France. Il y en a d'extrême gauche, il y en a d'extrême droite, il y a des fascistes, il y a des communistes. Oui, il y a- tu les as réunis. Ce sont tous tous des gens qui ont c'est- quelque part du sang sur les mains. Et voilà, l'illustration. Et alors, le propos, pourquoi faire une planche à troubles? Est-ce que nous, on oserait se mettre à la place de Jésus et faire une photo? Est-ce qu'on oserait le faire? Est-ce que finalement, tous ces petits, ce sont des grands criminels, des grands fascistes ou des grands criminels communistes ou d'autres bords. Mais est-ce que nous, finalement, ne sommes-nous pas aussi à notre niveau, dans notre quotidien, des crypto-fascistes ou n'avons-nous pas de temps en temps des réactions excessives sur tel ou tel sujet qui fait qu'on pourrait être le On pourrait président faire partie Le de cette centre, scène. le ou le centre. président ou le centre de cette scène? Oui, oui. Évidemment pas à des degrés de ces personnages-là. Non. Il y a un côté provoquant encore. Non. dans Mais le c'est- voilà. Donc elle a été c'est montrée une à la nuit des musées au fort de Galgenberg à Cattenom. Oui. Ah oui, oui. Dans le fort, Ah, c'était là, oui. Oui, avec- c'était dans le fort, oui. Donc, t'étais avec Et moi, c'est ça avec moi, tout à fait. Ouais. Et elle sera visible à Trajectory, au prochain Trajectory à Prague. Ah, bon, bah alors on Donne-nous vous la en fera date, pas. parce On qu'on vous va en fera on y pas. sera. On y sera. Alors les dates exactes, c'est le 28, c'est autour du 28 octobre. Le vernissage, c'est le jeudi. Donc, je ne sais pas si c'est le jeudi Ouais. et le 28 exact, je n'ai pas mon calendrier sous la main. Mais c'est le jeudi qui doit coller autour du 28. Oui. Jeudi Oui, soir, oui, le c'est- vernissage au golfe de Praich, On sera là. Basse-Rheingen, donc on est près de la frontière luxembourgeoise, près de Frisange. Dans un lieu qui est superbe. Ah, C'est la vrai que salle est j'invite absolument merveilleuse. à tous les gens du coin, là, si vous n'êtes pas très loin, vraiment venez. Même pour ceux qui sont le- loin. Et Même puis il y aura ceux qui sont d'autres. loin, mais c'est vrai que là, s'il y a des gens... Mais le trajet vaut la peine parce que vous dire passer Ouais. la journée par là, il y a le golf pour ceux qui jouent au Voilà. golf. oui. Il y a le château de Praich pas loin, il y a les balades, il y a Oui. des balades à Thionville, la ville de Luxembourg n'est pas loin. Ça vaut la peine de faire le déplacement et de passer la journée. Puis bon, il faut dire aussi qu'à Trajectory, c'est toujours une exposition, il se passe plein de choses. Voilà. Oui, oui, il y a... On pourrait avoir de la musique, souvent du de la théâtre, musique, des voilà. installations. Enfin, il y Tout à a fait. Des voilà, c'est installations, c'est pour ça que des c'est happenings très intéressant. Voilà. Ouais. dans la mare. Et il y a quelques autres artistes qui ont Oui. occupé ce fauteuil précédemment. Voilà. Qui seront Exactement, présents qui Mo, étaient, qui seront... Beat Bauer, Jean-Luc Curabé. Jean-Luc Curabé, Fabrice Rothenhauser Tourneur aussi. Voilà. et Thibault Latour. On Voilà. l'a déjà 5. Et d'autres. Et donc il y en a déjà d'autres. cinq, voilà. On l'a déjà 5 qui ont occupé ton siège. Ce c'est vrai. fauteuil, ouais. Oh, allez, on avance. On continue. Voilà. Ah, bah, donc ça, c'est fameux. On revient. alors, les on va pavages. lever le mystère sur les Voilà. pavages d'eau périodique. Voilà. Donc vous savez ce que c'est qu'un carrelage. Bah oui. Vous prenez un carrelage et puis vous mettez plusieurs carrelages et vous couvrez la surface avec ça, sans faire de trous. Ça, c'est mieux de ne pas faire de trous. Et alors, si vous regardez le carrelage, ben, vous allez voir ses voisins, ben, ce sont les mêmes, et ils seront toujours dans la même orientation, dans le même ordre, et quel que soit l'endroit où vous allez regarder, vous aurez toujours les mêmes voisins de la même manière. Ça, c'est un pavage, pavage périodique. Donc qui est toujours pareil. Et bien, le pavage non périodique, c'est précisément un pavage, on recouvre une surface avec des carreaux, 1 ou 2 ou 3, motifs différents, mais on recouvre toute la surface sans trou. Sauf que quand on va prendre un élément au hasard, on va regarder son voisinage, on va peut-être retrouver le même voisinage à un autre endroit, mais si on regarde le C'est pas voisinage toujours du voisinage, il ne sera plus le même. Ok. Et il y aura toujours, à un moment ou à un autre, le voisinage ne sera plus le même, c'est-à-dire il ne sera plus dans le même ordre ou dans le même sens. Et donc on ne va jamais retrouver finalement la même chose, et ce sera vrai à l'infini. C'est un pavage non périodique, il ne se reproduit jamais. Et c'est assez paradoxal, puisque c'est un pavage, on ne reproduit jamais le même motif, Mais on en est- utilisant Mais le toujours même le motif. même, mais Voilà. toujours avec le même motif. Mais c'est ce paradoxe-là Voilà. que je trouve très intéressant. Ça a été utilisé dans l'art depuis les années 70. Hein. C'est Penrose qui a vraiment mis, un mathématicien anglais, qui a vraiment mis ça, qui l'a rendu populaire. Beaucoup d'artistes ont utilisé ces motifs-là, donc je ne suis pas le premier à utiliser ce type de motif. Mais beaucoup d'artistes ont utilisé le modèle mathématique en soi.
En mettant quelques couleurs sur les carreaux ou en explorant les variations dans les carreaux. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'ajouter une dimension supplémentaire que j'ai expliqué, c'est l'élément perturbateur et la rupture, la fracture. Et puis, à un moment donné, et c'est là qu'on va venir entre la surface et puis le relief et puis le volume, c'est qu'à un moment donné, je vais explorer les principes, mais je ne vais pas rester dans la rigueur stricte du modèle. Donc je vais sortir des losanges, je vais sortir des L, pour ceux qu'on a vus donc, sur l'image précédente. Et donc ici, voilà, vous connaissez le pentagone et le carré, je vous ai parlé de symétrie d'ordre 5 et symétrie d'ordre 4. Voilà, donc il n'y a que 2 pièces, tout est basé sur 2 losanges, qui ont des angles très particuliers. Et pour les symétries à 5, c'est Penrose. Pour les symétries d'ordre 4, le carré, en fait, le motif, c'est un L. Et on emboîte ces L. Ça, c'est un autre mathématicien qui s'appelle Hamann, qui a mis au point ce modèle. Voilà les carrés. Et à chaque fois, ça te refait le carré. On va couvrir la surface avec ce L. Oui. Mais sauf que comme c'est un L, il va falloir le tourner. Tu peux le mettre dans tous les sens. En fait. Et on peut le mettre dans tous les sens. Il y a 4 orientations possibles. Mais à un moment donné, on ne va jamais pouvoir avoir les voisins qui, à un certain moment... Le voisinage ne va plus ressembler à aucun voisinage. Donc c'est un pavage non périodique. Hamann a un caractère assez particulier, c'est que lui, il a ce qu'on appelle une dimension fractale, une dimension d'autosimilarité. C'est que si je coupe le L en petit L, je retrouve le L. Tu retrouves toujours Et si je recoupe les L dans les mêmes L, je vais retrouver les L. Ça, c'est une particularité du modèle. C'est ce qui fait, c'est la notion de fractal en fait. Donc c'est quand même plus intéressant à travailler. Enfin, non, c'est d'autres propriétés qu'on peut exploiter et utiliser. Et donc tout ce qu'on va voir, ou la plupart, donc à part les 2-3 installations et l'art numérique dont on parlera tout à la fin, tout ce qu'on va voir est basé sur ces 2 principes-là. Mais je pense qu'il y avait une deuxième figure. Il y en a encore un. Voilà. Ici, c'est une figure qui explique ce que je disais. Donc à partir du moment où on va utiliser ces motifs, c'est la différence entre, d'un côté, le pavage périodique et le pavage non périodique. Donc la grille que vous voyez là, si vous regardez un carreau, c'est là où il y a la petite croix, vous allez regarder ses premiers voisins, donc les premiers voisins, il y en a combien? Vous regardez les 8 premiers voisins, vous allez prendre un autre carreau au hasard, vous allez retrouver les mêmes voisins. Oui. Vous allez prendre les voisins, vous retrouverez les mêmes voisins, les voisins. C'est un pavage périodique. De l'autre côté, là vous avez une couverture avec les losanges, donc ça c'est le modèle de Penrose. Vous allez prendre un motif qui est une espèce d'hexagone, là où il y a la croix centrale. Vous allez le retrouver là où il y a une autre croix. Oui. Vous allez le retrouver, oui. Maintenant, si vous prenez le premier cercle de voisins, vous allez retrouver à peu près la même chose. Mais pas le même. Mais pas tout à fait. Non, pas tout à Et puis fait. si vous prenez le deuxième cercle de voisins, c'est radicalement différent. Et c'est pour ça qu'on peut regarder ça pendant des heures, parce que Vous ne retrouverez jamais la même chose. jamais la même chose. Et c'est donc un pavage non périodique. Et pourtant, dans les 2 cas, on a couvert la surface avec 1 ou 2 motifs. Voilà. Eh bien. Bon, on va peut-être arrêter là les mathématiques. Non, mais c'est très intéressant je de crois qu'il y a encore comprendre une pourquoi photo. le... Non. La 08, on l'a pas. Non, il y en a c'était pas de celle-là. 08. Sur les exemples de pavage. Je suis en retard. T'es en retard, hein, Lydie. Oui, On oui, est... Schwab, je Là, me on doit être la 12 aussi, c'est un mais système je de suis pavage. Oh, on a Regarde passé sur Schwab. la- Facile, et à partir de ce soir, je refais mon entrée avec des pavages. J'ai profité que tu sois là pour m'aider. Mais figurez-vous que dans des universités américaines, Je viens de là. je ne voudrais pas me tromper, mais je pense à l'université de Columbus, mais là je suis pas certain, mais je sais que dans certaines universités américaines, les sols ont été faits, on peut faire du carrelage, c'est du carrelage, on peut faire Oui, du carrelage, voilà, un c'est parquet, et il y a des bâtiments aux États-Unis Qui sont faits. avec un carrelage ou un parquet dans un motif de Penrose. Oui. C'est Penrose le plus connu. Oui. Déjà, la dernière fois, tu nous en avais Et donc c'est intéressant parce que quand vous entrez dans une pièce, vous avez un parquet qui n'est jamais le même. Au moins, Donc, c'est un petit peu plus compliqué à faire. Il faut... Ce que j'allais dire, il faut des heures, il faut... Oui, Non, mais il faut un carreleur qui connaisse la manière de les agencer. Bon, voilà. Pour pas répéter le même... Alors, j'ai rattrapé le Là, coche, on et est je au 15, là, devrais être à l'auto. à la 14. 14. Le plan. C'est ce que je... Là, on passe au plan. Alors là, C'est le j'adore. plan, oui. Voilà, oui, donc ici, dans la progression de mon travail, donc déjà j'ai introduit l'élément perturbateur. On a vu un premier travail où il n'y avait pas cet élément perturbateur. Ici, il y a un élément perturbateur. On a 2 même. Non, Il y en a même plusieurs en fait techniquement. Et donc on est toujours dans le plan. Et là, ce qu'on va faire, c'est progressivement sortir du plan.
Donc on va continuer. Je vous parlais d'une très grande surface. Ça prend quand même longtemps à calculer si on le fait algorithmiquement. Elle était après, celle-là. Elle a été après aussi, ouais. oui. Mais elle a au moins 4 mètres de haut. Elle est sur la photo suivante. Non, celle-là, elle fait, c'est elle pas fait ça. Non, c'est 1 pas, mètre. oui. Voilà, C'est celle-là. voilà, on a une idée de sa dimension. Ah oui. Alors ici, donc, c'est aussi un pavage non périodique de Penrose avec 2 motifs. Et on les voit en jaune, en doré. Donc ça, c'est l'image informatique. La réalité, elles ne sont pas en jaune, elles sont en or Ouais. quand elle a été peinte. C'est une petite salamandre et un petit bonhomme qui sont là-bas au fond. Et le principe, celle-ci s'appelle l'évolution. Donc le principe, c'est en fait une transition lente entre le petit bonhomme qui s'imbrique avec la petite salamandre. Et l'élément perturbateur, c'est le fait d'avoir évidemment montré les 2 éléments. Ça, c'est pour qu'on comprenne. Mais l'élément perturbateur, c'est à un moment donné, on se rend compte que dans cette évolution des espèces, ce mélange du petit bonhomme et de la salamandre, si on regarde bien avec un peu de recul, on va se rendre compte qu'en fait, il y a une densité qui diffère entre le bas et le haut. Oui. En fait, la salamandre prend le dessus. Oui, Tout simplement. C'est plus serré. C'est En plus... Hein, tu parles Voilà. de densité. Et c'est cette- ça part. Il y a une densité de noir plus forte, Ouais. et c'est cet élément perturbateur qui Ah, donne on le sent sens. bien, ouais. C'est-à-dire que En évolution, fait, c'est ça. c'est le sujet, Oui. et le sens, il est caché dedans, ou on l'interprète comme on veut, ou Après, ou on chacun n'en met met. pas d'ailleurs, c'est tout à fait libre. Parce qu'on peut se demander, est-ce que ce sont mes yeux qui font que c'est moins dense en bas Alors en que tu haut? regardes Mais de non, long. Non. c'est la Non. vérité. C'est bien fait exprès, oui. Ah oui. Et en réalité, il faut le regarder pendant un certain temps pour s'en rendre compte, parce que bon, ici on le voit un peu plus sur l'image, mais On le voit bien. Hein, Parce qu'on l'a Quand quand on même est- bien quand sous on les est yeux. face, Oui, c'est oui. Mais assez quand grand. c'est grand, il faut du recul quand Oui, il faut même, du je recul. pense, pour bien le voir. Ouais. Donc ça, ce sont encore des éléments qui sont sur le plan. On va encore en voir d'autres qui sont liés au plan. Donc ça, c'est encore basé sur un pavage non périodique. Alors j'avais expliqué que beaucoup d'artistes avaient utilisé ces pavages non périodiques, comme Penrose. Dans les années 70-80, c'était très à la mode. Mais on utilisait le modèle en soi. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de tirer parti des caractéristiques de ces modèles et de leur effet esthétique pour les transformer. Pas seulement avec l'élément perturbateur, mais pour les transformer aussi, pour donner d'autres sens. Donc j'ai ici une série on va voir les 3, une série qui s'appelle Amentia, et qui parle, ou qui suggère des phénomènes physiques d'un côté, ou des phénomènes qui sont liés à la vision. Donc il y a Ah oui, trois là, trois ça serait- photos qui vont suivre. Voilà, exactement. Donc celui-ci s'appelle auto-organisation, en français. En France, ah oui, d'accord. Parce que Parce que Oui. nous, on nous a un les a titre donnés en auto. quoi C'est en autopoiesis. latin. Autopoiesis, c'est le terme. Ça, c'est Fovea centralis. Le premier, c'était autopoiesis. Donc, c'est l'auto-organisation, c'est la caractéristique de certains systèmes complexes à s'organiser par eux-mêmes. Et ce qu'on voit dans le premier, donc ça, c'est dans la précédente, ce que j'ai utilisé, c'est un pavage de Hamann dans lequel il manque des éléments. Ouais. Et progressivement, les éléments se resserrent. resserrent, On donne oui. l'impression qu'on a des éléments ouais, libres l'attraction. et qui commencent à s'agréger au milieu. Oui. Donc voilà, ça c'est un travail de réinterprétation de ces modèles pour en créer une symbolique esthétique plus riche ou plus humaine, ou en tout cas qui parle de nos sociétés, par exemple, qui peut parler d'une société de fourmis, mais qui parle des sociétés humaines, qui parle de nous, qui parle d'un phénomène physique. Parce que tout à l'heure, tu parlais de l'importance du titre qui donne du sens Qui- aussi. qui- Donc qui là, nous met quand sous la même, voie. Ça, c'est autopoiesie, ça veut dire Auto- auto-organisation. Auto-organisation. Voilà. Donc, parce que bon, Le titre est toujours une quand clé. quand tu nous envoies, C'est ce que t'expliquais. où tu nous fais écrire les titres, il faut quand même qu'on s'y prenne à plusieurs fois. Mais il y a toujours une grande explication derrière. Il y en avait encore pas un Le troisième, suivant, oui, troisième, oui. il y en a Le quand suivant même. ici, c'est Fovea centralis. Alors celui-là, il nous donne l'impression d'être en relief. En mouvement, oui, tout à Ouais, fait. on a l'impression qu'on va rentrer. Donc ici aussi, bon là on reconnaît quand même, j'aime beaucoup Vasarely, je pense que ça se voit. ouais, Donc ouais. on reconnaît Il y a quand de même l'influence, une forte ouais. influence de Vasarely. On ne dira pas où tu Sauf que habites. Vasarely n'a jamais fait de... Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais Il ce- a le Vasarely chez lui, donc on ne dira pas où il habite. Oui, une sérigraphie. Hein. Mais quand même. Oui, parce qu'en vrai, Ah bah, oui, C'est un- mais pas encore. je quoi. pense que l'assurance du tableau coûterait plus cher que la valeur de ma maison. Mais donc C'est ici... flagrant que t'adores. Oui, tout à fait. Sauf que Vasarely n'a jamais utilisé le concept des pavages non périodiques. Il a fait des pavages extrêmement réguliers. C'était son objectif. C'est de créer une grammaire abstraite, une grammaire de Et il géométrie. n'a jamais fait non périodique. Pas à ma connaissance, en tout Non. cas. Les historiens de l'art compétents pourront peut-être me contredire. En tout cas, pas à ma connaissance.
Et ici, fovea centralis, donc ça c'était le précédent, ça représente en fait un point sur la rétine où les capteurs, donc les bâtons et les bâtonnets et les cônes sont plus concentrés. Et en fait, c'est le point sur la rétine dans l'image où on a une image qui est précise. Tout le reste est flou. Sauf qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'en fait, inconsciemment, notre œil bouge en permanence. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va scanner une image, ce qui va nous permettre d'avoir une idée nette d'une image assez large, mais techniquement, l'œil, il a une image nette assez petite. Et le reste, toute la périphérie devient de plus en plus floue, ou en tout cas une résolution moindre. C'est un petit peu ce que j'ai voulu représenter par cette déformation du pavage. Et là, tu joues avec nos yeux aussi, quand même. C'est pour ça que ça s'appelle fovea centralis, puisque c'est un élément de l'œil. Voilà. Et puis, c'est notre cerveau qui en balaye un coup. On ne sait pas si c'est le noir qui est dessus, le noir qui est à l'intérieur. Voilà, exactement. C'est vrai qu'il y a un effet de profondeur un petit peu. Et celui-ci, il met en exergue le caractère fractal. Je vous expliquais tout à l'heure le caractère fractal, c'est-à-dire que quand on coupe un L, qu'on divise un L en 5 L, 4 L, pardon, plus petits, eh bien on retrouve les mêmes fragments organisés de la même manière. Et on peut les redécouper comme ça à l'infini. Donc ça s'appelle autosimilarité. Alors le titre est en grec, mais c'est autosimilarité. En grec. Et je ne le prononcerai pas parce que je ne sais pas comment on le prononce. Je ne voudrais Comment pas, ça, je ne voudrais pas faire la prochaine fois, tu nous le diras en français. Je ne voudrais pas faire injure à mes amis grecs. Si tu ne nous le prononces pas en grec, ça ne va pas aller. Donc voilà, là je tire profit d'une caractéristique de ce pavage qui a ce qu'on appelle une dimension fractale, pour justement aussi donner l'impression qu'on a un système qui est autosimilaire. C'est-à-dire que je prends un grand L, mais si je le coupe, je retrouve à l'intérieur le même système et à l'intérieur le même système, etc. à l'infini. Donc c'est une autre manière de créer l'élément perturbateur pour parler ici aussi d'un phénomène physique et pour parler de la nature, parce que finalement nous sommes tous des systèmes. Si vous regardez un brocoli, c'est une fractale. Puisque le brocoli, vous coupez un morceau du brocoli, vous avez un brocoli. C'est vrai. Vous coupez un morceau du brocoli, vous avez toujours un brocoli. Oui. Et vous pouvez recouper le brocoli comme vous voulez, vous avez toujours un brocoli qui devient de plus en plus petit. C'est typiquement une fractale naturelle. Avec tout aussi, pas avec nous. On modélise parfaitement des arbres. Si vous prenez un arbre, vous coupez une branche de l'arbre, vous avez toujours un arbre. Oui. Si vous coupez la branche de la branche, vous avez encore un arbre. C'est encore une fractale. C'est encore une illustration d'une fractale naturelle. On représente très très bien dans les logiciels graphiques des nuages aussi avec des fractales. Ah oui. Le tracé des côtes, les côtes maritimes. Oui. Ben vous allez vouloir calculer la longueur des côtes, ben vous n'allez jamais tomber sur les chiffres exacts parce que chaque fois que vous allez zoomer sur la côte, vous allez retrouver une côte déchiquetée. Vous allez rezoomer sur un élément de la côte déchiquetée, vous allez trouver des cailloux, et puis quand vous allez regarder les cailloux, vous allez trouver. Donc quelque part, c'est une fractale, puisque que ce soit le dessin de la côte à l'échelle d'un pays ou le dessin de la côte à l'échelle du caillou, ça a toujours à peu près le même caractère déchiqueté. Donc c'est cette notion de fractale. J'ai tiré parti de cette notion-là dans le pavage non numérique pour faire le troisième. Alors là, on va parler maintenant on change de sujet, non ? Sur la topographie du nombre. Oui, alors, donc ça, c'est le premier départ de la surface, puisque donc avec les sérigraphies, avec celles qu'on a vues là, ce sont les acryliques sur bois, on est dans le plan. Vasarely, Molnat, on est dans le plan. Mais ils ont aussi de temps en temps travaillé sur du relief. Donc on avait déjà vu le relief avec le champ de lave, on a vu le relief avec les cartons. Il y a une autre manière de sortir du relief, c'est de superposer les couches. Et donc ici, l'idée c'était de travailler sur une représentation graphique, un codage visuel des nombres. Voilà, alors il y a toute une série, donc il y en a 6 pour le moment. De nouveau ici, c'est une représentation informatique. Le tableau est en 2 couches. Donc il y a la couche avant, qui sont les grands traits noirs, et on a une couche derrière qui représente l'ombre de ce qui est devant. Donc c'est peint sur le verre, et derrière, c'est dessiné sur un calque. Mais cette ombre, cette ombre, elle a un petit problème. Elle a un petit souci. L'ombre, elle n'est pas très... Mais elle n'est pas tout à fait l'ombre, en fait. Elle est un peu tournée. Voilà. Ça dépend de l'orientation du soleil. La superposition va dépendre de l'orientation. Voilà. En fait, ici, l'idée, c'était de travailler de voir si on pouvait esthétiser une représentation du nombre. Alors, pour le coup, des nombres complexes.
Alors, je ne peux pas, je sais pas, je ne sais plus, il y a différents nombres complexes, il y a racine de 2, il y a pi, etc. Il y en a 6 au total. Oui, je crois qu'on les a. On les a toutes les 6. On les a toutes les 6. Et alors, pour le nombre pi, en tout cas, c'est une inspiration qui vient d'une visite du musée d'art contemporain à Sydney il y a déjà de nombreuses années, je pense que c'était en 2006, où on a pu voir une exposition d'un artiste contemporain qui s'appelle James Angus, et il y avait une de ses œuvres qui était la représentation de pi, du nombre pi de toutes ces décimales, tout simplement imprimée sur une page A4, où la seule chose qu'il avait faite, c'est d'associer une couleur différente à chaque nombre. Ah oui. Ce qui donnait un effet coloré, puisque comme c'est un nombre complexe, si il c'était est un infini. 2, mettons bleu, tous les deux Exactement, étaient voilà, bleus, tous les deux sont bleus. Mais pi, Pi, Ben, c'est 3, pas- 4, c'est 3, infini. 14, 15. Oui, mais c'est infini. Tout à fait. Ah bon, C'est d'accord. infini. Parce que Et tu donc, dis, il y avait une feuille il a à imprimé, quatre. il a rempli toute la feuille A4. Oui, Voilà. il en a fait une petite partie. Et je me suis posé la question, je me dis, est-ce qu'on peut trouver quelque chose dans cette veine-là qui Dans le même esprit. qui permettrait de codifier d'une manière esthétique le nombre. Et je suis venu avec ce... Alors là, c'est Avec quel, ceci. C'est pas pi, là. C'est qui non, c'est un qui commence par 0, donc c'est pas pi et c'est pas racine de 2, mais je ne peux pas vous le dire. Continue. Je ne sais plus ce qu'on a, c'est par On Archimède, les a c'est pas par marqués. Erdos. Oui, il y en a Bon, on va différents. voir, hein, parce Donc, qu'il y il en le a, il y en nombre a pi. 6 de toute façon. Et alors, évidemment, le nom de chacun des éléments, donc ça commence par 3, donc ça doit être, c'est probablement 3... Non, c'est pas pi, ça. Tu peux passer les Passe-moi les autres autres, Mais peu importe. Johan. Donc chacun porte le nom du mathématicien ou du scientifique qui est associé Qui a à ce un nombre. seul. Donc pour pi, c'est Archimède. Pour certains nombres de séries mathématiques particulières, c'est Erdos. Il y a Euclide pour le nombre d'or. Il y a Napier pour le E du logarithme népérien. Il y a Pythagore pour la racine de 2. Et il y a Euler pour une autre constante, c'est la constante d'Euler-Mascheroni. Donc il y a de quoi faire là. Voilà, et donc et des nombres Ça. complexes, il y en a toute une série. Donc je suis en train de travailler sur d'autres nombres complexes, et là c'est purement calculé. C'est un calcul, je génère l'image, et puis après tout simplement je la reproduis manuellement sur le verre et sur le papier. Mais c'est un pur calcul. Donc ça c'est Pour comprendre mieux quand C'est là. Et donc là on est sorti du plan parce qu'on commence à avoir Ah oui. 2 plans qui se séparent. Donc effectivement il y a Parce que un là on se double rend pas effet. compte, c'est Non, vrai, mais on rend se rend pas compte, mais c'est comme s'il y a un verre, voilà, il y a Si le on verre revient devant, sur ce la qui fait que c'est en photo double. de l'exposition Trajectory où on voyait la grande sérigraphie rouge. Oui, avec avec un Encore, monsieur, il y a encore, des gens c'est qui regardent. celle-là, mais dans l'exposition. Ah, C'est un monsieur qui voilà. regarde, Voilà. voilà là. Ah non, pardon. Ok, non, Tu croyais désolé. que Oui, c'était à côté. je croyais Oui, qu'elles étaient non, à côté, ouais, non, non, parce non, qu'elles ont non. été exposées à Ouais. côté. Non, désolé, ça ne... Voilà, donc en fait, il y a cette sortie du plan, et puis il y a cet effet, qui est un effet qui a été fort utilisé dans ce qu'on appelle l'op art, cet effet de Où de décalage tu bouges, quand on tu se le déplace décales, devant, ouais, ouais. Tu vois pas devant de la même. devant la pièce, oui. Et avec cette subtilité que l'ombre est légèrement tournée, et elle n'est pas tournée de la même manière pour tous les carrés. Elle est tournée selon un algorithme, et en fait, je me suis rendu compte que les gens ne s'en rendaient pas compte. Ah, Ils disaient, Ah bon, il y a oui. quelque chose qui qui ne ne va va pas. pas, mais quoi Mais quoi? Oui. Ouais. Et ça, c'est le côté qui m'intéresse Ah oui. énormément, c'est de glisser quelque chose qui est incongru dans le... De nouveau, parce que Mais sinon, parce que est-ce qu'ils sinon on a savaient- un modèle froid, on a un truc inintéressant. Est-ce que les gens savaient que c'était des ombres déjà? On Que voit, c'était censé- on voit bah oui. parce que- Non, on le voit derrière. bien, Alors, oui, oui, c'est on censé voit bien. représenter l'ombre, mais ce n'est pas vraiment l'ombre, puisque Bah non, ce n'est oui, pas c'est pour l'ombre. ça, Et puis non, en mais même c'est temps, parce en qu'on même se temps, posait la cette ombre, question. il y a un Ceci petit n'est pas souci. une ombre. Parce que moi, je me Ceci. posais la question justement devant le tableau en me disant, mais Oui, oui. voilà, oui, effectivement, on cherche. Et ceci n'est pas une ombre, Mais effectivement. ceci n'est pas une ombre. Voilà. Et tu n'es pas belge pour rien. Donc Bien les dit, Belges oui, voilà. sont surréalistes. hein. Exactement. C'est ça. Donc cette série s'appelle La topographie du nombre, la représentation Topographie topographique du du nombre. nombre. Mais alors attends, parce que là je vais être un petit peu embêtante quand même, parce que Vas-y, donc, tu vas-y. prends le nom, alors on va prendre Archimède parce que le nom c'est un nom que je connais, Oui. avec pi. Et Parce tu que- te dis, Avec je ça, vais tu- le représenter, je vais représenter pi avec ma algorithme. glace là, Oui, mon algorithme et tout. Mais tu démarres comment, tu fais quoi? Bon, parce que pi. C'est un je- code. C'est un code. Ben, j'ai le nombre pi. Donc là, ici, il y a C'est du 150. codage. Oui, il y a 150 décimales. C'est les 150 premières décimales de chaque nombre. Sur les... Ah, J'ai pris les 150 premières décimales de... Enfin, 3, 14, 15, Oui. 150 décimales. C'est bien. Enfin, les 150 nombres. Et à chaque nombre, ben, comme James Angus y a associé une couleur, moi, j'y ai associé
Un trait ou pas une figure. Un signe. Un carré. signe, ouais. Parce que là, c'était des carrés. Oui, un carré qui se situe quelque part dans l'espace, qui est décalé dans l'espace et qui a toute une série de décalages, de rotations, etc., qui codent le chiffre. Et en faisant exactement la même démarche que James Angus en colorant ces nombres, on arrive à ce tableau avec ces deux plans Tu peux qui remonter, utilisent des codages avec une subtilité différente. C'est-à-dire que dans un, il n'y a pas de rotation et dans l'autre, il y a une rotation. Voilà. Avec le fait que les carrés Et jointifs... la rotation est calculée aussi, c'est sur une base de calcul. Elle fait partie du codage, oui. Donc l'image est générée. C'est une pure génération d'images. Mais c'est toi qui décides de la rotation Oui, c'est moi qui ai Oh. écrit, c'est moi qui ai Voilà, écrit en le fonction programme. des ouais. calculs, Donc voilà. c'est toi qui fais tout ce, J'ai programmé le calcul de l'image. tout ce travail derrière Archimède. Au Alors, départ. Archimède, c'est juste la C'est mathématique la base, qui c'est est juste- associée au voilà. nombre pi. Voilà, donc au départ c'est juste pi. Et Enfin, après, juste C'est pi qui est tu codé. codes, Voilà. et après tu fais aussi une rotation par rapport à tout ce que tu as codé. La rotation est dans le code. Donc si on regarde La le rotation est dans le code. niveau derrière, le premier carré c'est 0. Sur le plan avant, donc le trait plus épais, c'est un carré qui a une certaine position, qui représente 0. Et donc chaque fois qu'il y aura un 0, ce sera le même carré. Et derrière, sur le second plan, c'est un carré aussi qui représente 0, sauf que ce carré-là, il a une certaine position, mais en plus de ça, j'y ai mis une rotation. Et partout où il y aura un 0 sur ce second plan, ce sera le même carré dans ce la sera même le rotation. même carré. Avec le même Avec rotation. le même. Alors, Après- voilà que je comprends. Voilà. Et c'est cette rotation qui est l'élément que j'ai constaté que les gens le spectateur ne voyait pas immédiatement. Tu vois, c'est ce que Parce que j'avais la pas manière dont c'est compris. disposé fait penser que c'est l'ombre. Oui, Sauf que c'est une ombre qui n'est pas une ombre réaliste, puisqu'elle Bah non, puisque de elle toute n'est pas façon, elle ne l'ombre. correspond. Bah non. elle ne correspond pas. elle ne va pas. Donc voilà, donc je pense que Il a- j'ai eu raison de c'est poser même la pas les question mêmes. l'autre jour et j'ai pas osé venir j'ai pas osé te demander. Je suis en train Voilà, de faire j'ai une la version réponse. interactive de ça. J'en dis pas C'est plus. vrai Ah oui. Ah, on super. va voir. Super, super. Alors, où en sommes-nous entre Napier, Pythagore Mais ce et sont les Ça y mathématiques. est, bah, ils sont passés On là. a hein. passé. Ils sont passés. Voilà, on va peut-être passer au Ah. au fiasco. Voilà, au fiasco. fiasco. On l'a l'a fiasco. passé Ouais, aussi. oui, on va le voir. Donc toujours sur le principe de superposer les plans. Voilà. Donc voilà, je vous ai parlé, quand je faisais les sérigraphies, il y avait le calcul, et il y a en plus, après, un passage à l'acrylique ou au Posca, un passage à la main, et puis le travail à l'atelier de sérigraphie. Oui. Et pour celui-ci, le passage à la main ne s'est pas fait sur une seule feuille, mais c'est fait sur 4 plans. Donc ce sont 4 plans distincts. D'où l'épaisseur du tableau. donc c'est D'où l'épaisseur des- du tableau, voilà. il y a 4 plans distincts. Et donc, On les voit, en fait, et qui maintenant. se décalent. Et quand Ouais. on voyage devant le tableau, ben évidemment, ces 4 Ça plans bouge, se oui. Puis en décalent fonction de complètement. la manière dont on ça bouge, bouge. on En ne fait, verra ça pas bouge. toujours le Ça bouge, même. oui. Mais c'est un mouvement aussi des années 60, 70 qui s'appelle l'art cinétique ou l'op art. Il y avait on avait vu ça, Lily, Après. à la foire internationale à Luxembourg. Il y en avait un qui était. Je sais pas si Oui, tu te oui, oui, souviens. il y a encore Yoann, il y a hein. pas mal Quand d'artistes on qui bougeait, il n'y travaillent. avait plus du tout le tableau. Maintenant, beaucoup d'artistes utilisent aussi les principes Mais enfin, c'était holographiques. pas des calculs comme toi. Enfin, c'était Voilà, ben, c'était pas parti sur la même. Voilà. Voilà. Voilà un Tu te exemple. souviens Ça, c'est de l'op art. Donc, c'est pour ça que c'est pour vous dire que je n'ai rien inventé. Ça, c'est de l'op art. Ça, c'est une pièce de Yves Aral, donc c'est le petit-fils de Vasarely. Ah oui. Et là aussi, ce sont des plexiglas, soit des plexiglas superposés avec des sérigraphiés, soit ici, c'est une surface peinte avec des fils qui passent devant. Et le principe, c'est le principe de l'art cinétique, c'est-à-dire que la figure se modifie en fonction de la position du spectateur. Donc on joue avec l'œil là, pour le coup, vraiment. Ce qu'on appelle en anglais op art ou optical art, Et toi, en français art Tu cinétique. calcules que la personne va voir, enfin de la manière dont. Alors moi, le motif est un calcul, le principe de superposition vient de l'op art. D'accord. Alors, on passe au relief. Alors, ben, on continue. On continue, on continue de sort sortir. du mur, Ouais. comme On tu continue nous de as dit. sortir on du mur, sort, oui, voilà. Tu nous as dit ça. Et donc chez toi. on arrive au relief, donc, et toujours en exploitant ce pavage non périodique. Je suis vraiment désolé de me répéter, mais c'est un petit peu mon fond de commerce Ah pour le oui, moment. non, En exploitant ce il pavage faut non qu'on périodique, comprenne. j'essaye donc j'en ai extrait les caractéristiques fractales, on a vu, extrait certaines caractéristiques mathématiques ou certaines caractéristiques de représentation d'un événement ou d'un phénomène. Et maintenant, pour suggérer d'autres éléments, eh bien, je vais aussi en modifier les caractéristiques dans une troisième dimension. D'abord en relief, et puis on parlera de la pleine troisième dimension. Donc voilà, voilà
de nouveau un principe, donc derrière ça, il y a un principe de pavage non périodique, et c'est le principe de Hamann. On a un peu plus de mal à reconnaître les carrés. Ah oui, Oui, parce que Mais si ils on sont regarde- sortis. ils sont... Les blancs, on les voit Voilà, mieux. si on regarde sur celui... Tu les as plantés. Oui, voilà. Oui, c'est parce qu'ils sont comme Ils sont s'ils étaient plantés. rentrés dedans. Le premier plantés. titre dans mes notes, ça s'appelait Carré planté. Ah, Ah oui, Effectivement. bah tu vois. oh, on plantés, est en oui. harmonie. hein. Mais il ne s'appelle pas comme ça finalement. Donc celui qui est avec les carrés noirs et les carrés blancs, À gauche. on peut reconnaître vaguement dans le noir les L. Oui. Oui. Voilà. Oui, oui, oui. C'est pas un- vaguement, Oui, hein. oui, 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 C'est si un on voit, pavage, ouais. c'est un pavage de Hamann. Mais il est tellement transformé, tellement travaillé, tellement modifié qu'on le voit, qu'on le voit plus. Mais De Thibaut. mais maintenant, non, c'est toujours le même Ça, principe. ça reste toujours sur le même. C'est le même la principe, base. c'est la même symétrie, c'est le même algorithme. Simplement, j'ai tiré profit de la troisième dimension pour créer d'autres effets visuels. Alors On celui-ci voit est... l'ombre aussi, du coup. Là, il y a Là, on des voit ombres. l'ombre, Bah, c'est là, la vraie. mais Hein, c'est la vraie, là, ce coup-ci. Et hein. le principe aussi, c'est que maintenant, quand on voyage devant la pièce, qu'on la regarde par le côté ou Tu de n'as pas face, du tout la même. on a une vision tout à fait différente puisqu'il y a un côté noir Et à côté. et un côté blanc. Et ce sont des L dans les deux cas, mais qui sont imbriqués de manière différente sur les pièces elles-mêmes. Et on voit qu'il y a deux pièces, il y a quand même un élément perturbateur Oui, dans celui-là, il y a oui, deux oui. pièces qui sont blanches. Ils sont blanches et qui. C'est Et ça si qui on- me tire l'œil, moi. Si on imagine que la manière dont ils sont penchés indique une espèce de flux, qui va... un mouvement, Ouais. mais on va voir qu'ils ne vont se rencontrer jamais. Ils ne vont pas se rencontrer, ils vont passer comme ça. Et c'est pour ça que celui-ci s'appelle Solitude urbaine au pluriel. Parce que t'en as un qui va partir vers le haut. Solitude. On est seul, on peut être seul, Même dans au une milieu foule. de- Même au milieu d'une foule. C'est souvent. Et celui d'à côté. L'autre n'a pas d'élément perturbateur particulier, dans le sens où il n'y a pas un élément qui est différent des autres. C'est un pavage de Hamann aussi. Le L, en fait, il est subtil. Le L, c'est le bout de bois qui sort, mais qui est creux cette fois-ci. Donc voilà quelque chose qu'une fraiseuse ne peut pas faire, puisqu'on a des surfaces... Il est creux. Oui, Ah, oui, mais il est donc, creux. oui, il est dans- Et en fait, on a un enchevêtrement de lignes noires qui passent les unes en dessous des autres, au-dessus, Oui. qui quelquefois se croisent, Oui. mais qui ne se reproduisent jamais à l'infini. Et donc celui-là s'appelle trajectoire, en pensant aux trajectoires de vie de tous ces personnages dans cette foule. Des trajectoires qui vont se rencontrer des fois, ne Ou pas se pas. rencontrer, se croiser, s'ignorer, Ou ne jamais se rencontrer. ou ne jamais se Partir, rencontrer. Et de nouveau, quand on voyage physiquement, donc c'est une certaine épaisseur, on voit des choses différentes, donc on a une déformation de l'image. Donc il y a une certaine influence de l'art optique. On ne se refait pas. Ah, c'est passionnant. Bon, oui. Alors toujours dans les reliefs, et on est encore dans une transformation en 3D, dans une exploitation de la symétrie de Hamann, toujours ce pavage non périodique. Mais ici, l'idée c'était dans une série qui s'appelle Somewhere Nowhere. C'est D'ailleurs, Ah ben voilà, oui, on Oui, les a. voilà, je mets mes gants. On les a. On les a Oh, aussi. On les a en vrai. On les a en vrai. Donc là, On les vous a en avez la vrai. photo avec les 4. Voilà, c'est celui qui est sur le... Somewhere, nowhere. Donc quelque part, nulle part. Donc l'idée c'est d'évoquer un lieu. Et alors, l'idée c'est de circonscrire ce pavage non périodique dans une petite zone du tableau pour donner une impression, j'avais envie de donner une impression de vide et de solitude ou d'enfermement dans quelque chose qui pourtant est infini. Et c'est un peu cette dualité entre le motif et le pavage qui lui est infini, et le fait que le motif est circonscrit dans un petit morceau. Et à un moment donné, j'avais même imaginé pousser la duplicité encore plus loin, c'est qu'au départ, je pense que la surface plane devait être encore beaucoup plus grande. Ah oui, donc faire vraiment dans. Très très grand et l'avoir juste dans un coin. Donc c'est aussi une idée d'avoir quelque chose qui est un peu minimaliste. Et voilà. Puis finalement, je me suis arrêté sur ce format. Nous en avons 3. Celui-là, c'est Eushin. Il s'appelle Eushin. Ah oui, Oui, les noms. Eushin, c'est le nom médiéval qui a donné par la suite le mot usine. Donc c'est les formes évoquent un enchevêtrement d'usine. Alors celui-ci s'appelle Mini-Rex, ça c'est en anglais. Son titre est en russe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, de nouveau, donc, il évoque un lieu. Ce sont des triangles très acérés, penchés, un peu chaotiques. Et il évoque un lieu qui sont des récifs qui se trouvent dans la mer Baltique, si je ne me trompe, en Russie, qui sont des récifs qui sont masqués par la neige, qui sont à moitié sous la banquise, etc. Et qui s'appellent les Mini-Rex en anglais. Donc le titre est en cyrillique. Je ne le prononcerai pas non plus pour ne pas faire injure à mes amis Voilà, russes. vaut mieux pas. Voilà. Et donc c'est une évocation de ce lieu
de ce lieu perdu, qui sont ces fameux récifs extrêmement dangereux et très acérés en Russie. Alors, un troisième lieu. Alors, attends. C'est les joies du direct, hein, vous voyez. Tu l'as vu? Non, alors un doute plein. Voilà, donc ici c'est Oméga, donc toujours le même principe. Et ici, il n'y a pas vraiment de notion d'évocation de lieu, tout simplement Oméga, parce que la pièce fait penser à la lettre Oméga en majuscule, donc ce rond qui est tronqué sur sa base, qui est penché. Donc vous aurez compris qu'ici, la fabrication, ce sont simplement des morceaux de bois qui sont collés, reponcés, laqués, etc. Et en fonction du type de morceau de bois, de l'angle de coupure, on parvient à créer ce mouvement. Ce sont des cercles coupés. Ce sont des cercles coupés, oui. Pour faire Oméga. Je fais comme ça. Exactement. Parce que Oméga, c'est... On voit pas ça. Bravo. Ah, c'est trop bien. Trop bien. on l'a Moi, bien. tant pis. Tout le monde sait comment s'écrit Donc voilà Oméga, pourquoi celui-ci parce qu'on s'appelle voit Oméga. pas très bien à l'image quand même que ce sont des cercles. Enfin, c'est pas des cercles, c'est des ronds. Enfin, Ce ils sont des pleins. jetons. Ce sont Comme des jetons. Voilà. Voilà. On voit pas vraiment. Là maintenant, que je l'ai dit. On le voit mieux, oui. Et le quatrième. Et le dernier s'appelle... Ça va aller? Le dernier qui va arriver s'appelle Domus. Donc là, c'est le mot latin. Donc l'idée, c'est d'évoquer un village, des lieux de vie. Donc de nouveau, en utilisant une forme géométrique et en utilisant une dérivation de ce pavage non périodique. Voilà. Et le voilà. Donc toujours ce lieu de vie avec ce motif qui est a priori infini. Alors évidemment, comme j'ai pris un extrait assez petit, on va retrouver les régularités puisque forcément ces régularités ont besoin d'une grande surface pour manifester leur non-périodicité. Oui. Mais on est toujours bien dans le même motif et c'est toujours cette idée d'avoir circonscrit cette potentialité d'infini dans quelque chose en le rendant fini sur une surface plane. C'est cette espèce de contradiction que j'ai voulu présenter dans cette série. Donc voilà, c'est la série de 4. Alors là, c'est une série de 4, mais tu penses continuer? J'ai encore quelques projets pour en faire quelques-uns, oui. Très bien, très bien. Bon, l'idée n'est pas de se redire, mais Voilà. voilà. Alors là, on voit quand même, on voit bien le premier avec les arrondis d'Oméga. Les récifs. Les récifs, donc ça c'est La ville. pointu. Oui, c'est pointu, ça C'est- déchiffre les bateaux. Oui. Oui. Après, Le domus. on a des L, comme des L. Oui, ce sont tous des L. hein, c'est oui, tout. ce sont Mais des non, L, le hein. premier c'est des C'est L. des ronds. Oui, mais Non, c'est le pas premier, c'est une Oméga. déformation de ce Un L. des- ah, Oui, voilà. c'est un L arrondi. C'est L avec un Le gros troisième, ce sont des carrés, et les derniers, ce sont des triangles. Parce que moi je vais tout savoir. Ah, oui, je vois ça. Bon, alors donc ça, c'est content, parce que j'ai plus d'informations sur ces 4... Donc voilà, donc ça c'est le relief. On avait vu tout au début hein, le champ de lave, ça fait partie des reliefs. Et à un moment donné, on va commencer à sortir du plan et on va passer aux sculptures. Alors ici, avant d'arriver complètement au plan, je vais essayer. Donc j'avais déjà fait une ébauche dans Trajectoire où on avait des trous. J'avais parlé que la graveuse ne pouvait pas faire ces trous. Et en mathématiques, ça porte un nom, il y a une dimensionnalité particulière qui fait qu'on a des formes concaves, c'est-à-dire qu'on a une forme qu'on ne peut plus réduire à une sphère, mais qu'on va réduire à un tore. Un tore, c'est comme un pneu. Un pneu, si vous passez, vous ne pouvez jamais déformer le pneu de manière continue pour arriver à une sphère. C'est pas possible, il y a le trou au milieu. Voilà, donc c'est une famille de formes mathématiques. Mathématiquement, c'est une famille de formes qui est différente de la sphère. Donc toutes les surfaces ici sont équivalentes à des sphères. Parce que si vous la déformez tout doucement, il n'y a pas de trou. Donc vous allez pouvoir, si c'était élastique, vous allez pouvoir arriver à une sphère. Eh bien, dans le trajectoire, celui où toutes les lignes se croisent, là, il y a des trous. On ne peut plus le réduire à une sphère parce qu'on aura toujours ces fameux trous. Et donc, dans les suivants, il y en a deux qui commencent à sortir du plan, qui sont aussi de l'exploitation de ces pavages non périodiques, mais dans lesquels, voilà, on a une dimensionnalité supérieure, c'est que ce ne sont plus des équivalents de sphères, ce sont des équivalents de tores, des pneus, de manière imagée, c'est-à-dire une sphère avec un trou.
et vous pouvez la déformer comme vous voulez, vous n'arriverez revient jamais pas. à créer une sphère. Oui. Sauf à mélanger toute Oui. la matière, mais voilà. Donc ceci, c'est une pièce qui s'appelle, dans une série qui s'appelle On and Connectedness, c'est ce principe. On les a vus. Et ça, elle était Elle déjà, était je l'avais à amenée, la oui, dernière émission. et je ne l'ai plus. Ah, ça y est, elle a été partie, vendue. oui, Elle a elle est trouvé partie. par le- Donc c'est du papier et du carton. Oui, bah, Et on peut dire ça comme ça. la suivante est en carton aussi, donc c'est... Ah, l'élément perturbateur. Et là, il y a un élément perturbateur, voilà. Un petit camailleux. Ça s'appelle Résurgence. Et la pièce est assez grande. Et là aussi, ce sont des anneaux qui sont organisés selon un pavage de Hamann. Et là, ils un sont pavage non vraiment périodique. sortis du mur. Ils sont Ils à sont sortis du l'extérieur. Là, ils mur, sont voilà, en- et ils sont superposés d'une manière qui, sans les déformer, est impossible. Cette les superposition-là, cercles sont sans déformés. sans Non. devoir travailler les cercles, est impossible. Donc tu as déformé Tu les as cercles. déformé les cercles. J'ai dû les emboîter les uns dans les autres. Ah bah oui, déjà pour Oui, qu'ils pour se... que- oui, Sinon, ils ne pour restent qu'ils pas se- sur J'allais un faire plan. un petit, Ah oui. une petite encoche, voilà. Sinon, c'est ils ne ça. restent pas sur un plan. Oui, voilà. Ok, ok. Mais on l'avait vu aussi. On l'a vu Et chez on toi, l'avait- peut-être. oui, Ah, on chez l'avait toi, vu, peut-être. on l'avait vu chez moi. Parce qu'il faut dire que chez Thibault, pour rentrer chez Thibault, vous êtes dans un musée. Vous m'avez donné le siège qui descend tout seul, c'est ça? Oui, depuis tout à l'heure, je m'excuse. Je le regarde, Il était en train de rétrécir. Oui, j'avais un En siège fait, qui descendait. T'étais la de chaise plus en là plus était petit. perturbatrice. Oui, je vois ça. Voilà, oui, toi, je vois. l'élément perturbateur, on en a eu un dans l'émission. C'est parfait, c'est bien. Excuse-moi, c'est parce que je te regarde depuis tout à l'heure et tu descends, tu te rends pas compte. La disparition Oui, de notre mathématicien. Hop là. Hop là. Ouais, je ne suis pas Alors- encore magicien, par contre. On notait dans les on va par le passé dans tes projets. Puisque dans tes projets, Parce on que là, va, on on va termine. arriver à l'art numérique. Tu as quelque Tout à chose fait, oui. C'est voilà, parce que c'est quand même une grosse part de. aussi. Alors, Ah, on a du chat. Bon, oui. Alors, Oui, on a eu tout à l'heure un petit coucou de Daniel, Ah, bonjour Daniel. voilà. Qui Avec nous marque un L ou... juste un L, voilà. Et qui nous marque merci les filles. Bah, merci Daniel. Voilà. Et là, il y a Jean-Luc qui vient de se connecter. Ah ouais. avec un K ou avec un C? Jean-Luc a un K. Oui. Curabé ou Ben, K Jean-Luc K. Donc, Jean-Luc, j'ai- ah oui, je pense que c'est Jean-Luc. il Oh, y a j'espère c'est Jean-Luc, qu'on c'est te- des Jean-Luc. petits soucis de connexion. Qu'on te retrouvera après aussi, Jean-Luc, hein, parce on a dit les artistes qu'on avait eus, mais on n'a pas dit Jean-Luc. Jean-Luc Oui. a, Mais pourtant, il ils a l'ont fait venu, est venu ouais. plusieurs fois, Deux fait des fois. spectacles, Deux fois, un oui. spectacle et un concert excellent. À Prêche. Oui, à Prêche, oui. Et il est venu 2 fois faire une émission Tout à aussi fait, avec ouais. nous. Alors donc, un petit coucou. C'est la famille. Alors on repart sur l'art numérique. Alors oui, dans les tes projets, nouveaux mais projets. je continue à sortir du plan. Donc j'ai Ouais. toute une série de sculptures, cette fois-ci tout à fait classiques en 3D, mais qui sont de nouveau les exploitations de ces principes de pavage. Mais ils sont complètement en 3D. Ils ne sont pas terminés. Ça prend beaucoup de temps. Et donc ils ne sont pas terminés, je ne peux pas les montrer encore. Et puis d'autres pièces qui devraient être assez grandes. Et à côté de ça, j'ai aussi commencé à développer, donc à côté des installations, on a vu l'installation avec La scène. la scène européenne. Il y a une autre installation qui a été montrée à Prague. Je pense qu'on a une photo avec des visages. On n'a plus de photo là. On n'a plus de photo. normalement. Alors elle n'est pas, elle n'est pas dans l'eau. C'est pas grave, c'est une autre installation à Prague. Et puis progressivement, dans l'art numérique, en fait, l'art numérique, il a diverses facettes. Initialement, la Oui. définition de l'art numérique, c'est l'art qui est régi par les nombres. Ça veut dire qu'on peut le faire à la main, on peut le faire manuellement, donc il n'y a pas nécessairement l'intervention d'un ordinateur, en tout cas dans la définition Oui, initiale. dans la Alors, mais aujourd'hui, initiale. quand on manipule des nombres, on manipule les ordinateurs. Nos téléphones sont des ordinateurs, tout est un ordinateur. Donc aujourd'hui, on peut dire que l'art numérique a une relation très intime et très proche avec l'ordinateur. Maintenant, l'art numérique, on peut utiliser l'ordinateur ou les nombres ou un algorithme Comme base. pour générer l'image ou générer le modèle, donc on peut comme un outil. Et c'est ce que j'ai fait avec les sérigraphies. Puis après, on représente l'image, on représente Ce qu'il en l'œuvre ressort. d'une manière tout à fait classique. Une sérigraphie, une gravure, une peinture une aquarelle ou de l'acrylique, etc. Ça, c'est l'utilisation de l'art numérique comme outil. Puis on a l'art numérique comme substrat. C'est-à-dire que, cette fois-ci, l'art numérique, c'est l'ordinateur
il contient l'œuvre, il est l'œuvre. C'est toute la mouvance du software art, du web art, il y en a beaucoup. etc. Donc, ou toute la mouvance de tout ce qu'on a comme des œuvres interactives. Donc on voit ça énormément dans les musées. Je n'ai pas de photos ici, mais j'ai toute une série d'exemples donc d'art interactif qui vont utiliser la réalité virtuelle. Ici, dans la pièce à côté, j'ai vu qu'il y avait des lunettes de réalité virtuelle qui vont utiliser les interactions touch, les interactions tangibles, le geste, toutes ces œuvres, par exemple, où des danseurs sont accompagnés, leurs mouvements sont mesurés par des Kinect, par exemple, détection de mouvement, et puis génèrent automatiquement une série d'images sur le fond. Donc, c'est l'ordinateur qui est l'œuvre lui-même, cette fois-ci. C'est-à-dire, il fait partie de l'œuvre. Oui, Ça, c'est le deuxième aspect, la deuxième facette de l'art numérique. Et il y a une troisième facette de l'art numérique, qui est l'art parle du numérique. Il questionne à propos du numérique, il pose des questions sur le monde numérique dans lequel on est. Donc ça, c'est l'art numérique, le numérique ou l'ordinateur comme sujet. Et puis il y a des œuvres d'art qui mélangent le tout, qui questionnent notre rapport à l'informatif, notre rapport à Google, notre rapport avec Amazon, notre rapport avec notre téléphone portable. Donc comme substrat, mais qui aussi utilise les techniques informatiques, les techniques interactives, les lunettes de réalité virtuelle, comme substrat et comme outil. Donc ce ne sont pas des facettes exclusives, mais disons, l'art numérique est très vaste. Oui, et donc, dans une dernière pièce que j'ai pu montrer à Paris, enfin à Enghien-les-Bains, à la Biennale Les Bains numériques, enfin, il y a la Biennale d'art numérique qui s'appelle Les Bains numériques, et avec cette biennale, qui est organisée par le Centre des Arts d'Enghien, avec cette biennale, dans le cadre de la biennale, il y a un salon qui s'appelle la Fabrique numérique, qui rassemble des laboratoires de recherche, des technologies et des artistes. Et c'est dans le cadre de cette Fabrique numérique qu'on a pu représenter à la fois les technologies du centre de recherche, mais avec comme véhicule une installation qui s'appelle Trace. Et on va pouvoir voir un screenshot. Donc c'est un logiciel. Mais là, on n'a pas. Oui, il va. Non, si. C'est la dernière il photo. va venir. C'est la photo du fond. La photo du fond. Voilà. Donc ça, c'est un screenshot. Alors, c'est un écran d'ordinateur. Hein. Donc là, on est vraiment. Avec des calculs. Voilà, on est vraiment dans l'art numérique, non plus comme outil. C'est ce qui prévaut dans tous les travaux qu'on a vus juste avant, mais qui est l'ordinateur à la fois comme substrat, c'est-à-dire que l'œuvre d'art est un logiciel qui s'exécute, et comme sujet, comme questionnement. Trace, l'idée de trace, c'est de nous questionner sur notre rapport à la vie privée. C'est-à-dire que quand on voyage sur Internet, quand on utilise les outils numériques, on laisse des traces. Oui. On le sait tous. On les laisse plus ou moins volontairement, plus ou moins involontairement, plus ou moins consciemment, plus ou moins inconsciemment. On en laisse certainement beaucoup plus que ce que l'on croit. Oui. Et ce que j'ai voulu représenter en utilisant une série d'algorithmes particuliers, c'est de montrer qu'avec très peu de traces, on peut virtuellement presque anticiper notre futur jusqu'à notre propre descendance. Ah oui. On n'y est pas. On n'y est pas. On voilà. peut y Donc ici, le système est basé sur une application de guide de visite de musées ou de lieux culturels sur un smartphone. On ne s'inscrit pas, on ne laisse pas son nom, pas son adresse, et pourtant on laisse une trace. Ah oui. Quand on entre ou quand on approche d'une œuvre, on laisse une trace. Oui. Ah oui. On a un identifiant qui dit telle personne est arrivée, était là à tel endroit, à tel moment. Et avec cette seule information. Cette seule information, et rien que celle-là. Aller dans le futur. On peut imaginer, et on peut le faire, on peut calculer tout ça. Mais on peut calculer, on peut deviner quelle est votre manière de visiter. Et il y a des théories sur les styles de visiteurs qui existent dans la littérature scientifique, et on leur donne des noms d'animaux. Il y a le poisson qui va naviguer au milieu de la salle et qui ne va jamais s'approcher des œuvres, mais qui va avoir toujours une vision périphérique des œuvres, quand il visite un musée par exemple. On a les fourmis qui vont visiter de manière assez systématique toutes les œuvres et y rester longtemps parce qu'elles vont vraiment les analyser, s'en imprégner. Donc, elles vont faire des très longues visites. Et puis on a deux styles intermédiaires, ce qu'on appelle les sauterelles et les papillons.
Donc les sauterelles vont garder un certain ordre, mais vont aller voir que certaines choses qui les intéressent en y restant longuement, et les papillons vont vraiment papillonner dans tous les sens. On serait sauterelle. Voilà. Oui, voilà, bon, chacun a son style de visite. Donc ça, ce sont des modèles qui existent. Et bien avec les traces, on peut essayer de recréer, de deviner quel est votre style de visite. On peut aussi déterminer avec qui vous étiez à quel moment, combien de fois, où, et donc finalement qui vous avez rencontré. On peut, si on regarde maintenant qui vous avez rencontré, combien de temps, on peut aussi déterminer si vous êtes resté plus ou moins longtemps au même endroit, devant la même œuvre, etc. On peut imaginer, on peut inférer quel est votre intérêt pour cette œuvre. Est-ce que vous êtes intéressé par cette œuvre ou peu intéressé par cette œuvre? Si vous êtes resté plus longtemps que la moyenne de la population, tu peux être intéressé par la personne qui est à côté de toi. C'est que oui. Mais on peut inférer que vous étiez intéressé par l'œuvre. Est-ce qu'on a déduit qu'on a rencontré telle personne? Non, mais pour dire qu'on pourrait aller... Tout à fait. Et bien maintenant, on dispose maintenant de 3 informations. On sait comment vous visitez, on sait ce qui vous intéresse, et on sait avec qui vous étiez. À partir de ces 3 informations, et là on entre dans la fiction, on peut à ce moment-là décider, trouver quelle était la probabilité que vous puissiez rencontrer votre âme sœur. Et donc, rencontrer votre âme sœur, ça veut dire générer un enfant. On peut créer cet enfant. Je peux créer un visiteur virtuel, et comme je sais comment ses parents visitaient, je vais prendre les 2 chromosomes, je vais prendre la moitié du génotype de l'un, la moitié du génotype de l'autre, je vais les recombiner et je vais créer un enfant. Et comme je sais comment il visite, je vais le réinjecter dans le musée et je vais le faire visiter virtuellement. Et donc on va pouvoir créer un système, un organisme vivant, comme ça, où à partir de visiteurs réels, on va pouvoir créer une descendance. Parce que les visiteurs, les enfants de ces visiteurs réels vont eux-mêmes... on va découvrir leur style, on le connaît, le style de visite, leur intérêt, ils vont rester, ils vont rencontrer d'autres visiteurs, donc ils vont potentiellement créer des enfants, on va créer la 2e génération, la 3e génération, la 4e génération, et ainsi de suite, et tous ces gens vont visiter le site, etc. Et ceci montre, donc ça ce sont les détails un peu techniques qui sont à l'intérieur, et ce que vous voyez sur l'écran, c'est les différents endroits qui sont visitables. C'était la biennale d'art numérique d'Enghien-les-Bains, les différents sites dans la ville d'Enghien. Et on a, tous les événements, on a d'un côté tous les événements, des visiteurs qui rentrent. Donc on voit par exemple, il y a une ligne où Cheryl sort du Jardin des Roses à telle heure, Tracy sort de la Pergola Nova à telle heure. Et qui dit ça? Et on sait que Cheryl, on a updaté le... Mais il calcule, c'est l'ordinateur qui calcule. C'est l'ordinateur, c'est le système. Donc on a trouvé que Cheryl avait un style de butterfly, donc c'est le papillon. Tracy a un style de visiteur de type poisson. Alors Brent vient de rentrer sur le stand du list à telle heure. Et alors, par exemple, Brent va rester sur le stand du list. On peut estimer qu'il va rester 2 minutes 18 secondes sur le stand du list. C'est une estimation parce qu'on connaît son historique et on peut estimer, on peut deviner à peu près en fonction de son intérêt et de sa vie. Donc voilà, on a avec une seule trace. Ah, c'est dingue. Alors ici, dans le système... avec tout ce qu'on voilà, et c'est ça toute la question du sujet, c'est que ici, dans ce système, évidemment, on n'a pas demandé aux gens de s'inscrire. Donc les noms, on les a alloués aléatoirement. Oui. Puis bon, il n'y a rien de... Mais les noms ont été alloués en fonction d'une probabilité de ces noms-là. J'ai utilisé le recensement américain. En plus, oui. Oui, parce que j'allais dire, ça peut c'est quand même une probabilité qui s'appelle comme ça. Que il ou elle s'appelle, leur sexe est aléatoire et leur âge est aléatoire dans le système. Maintenant, imaginez sur Facebook, votre nom, votre photo, votre sexe, votre date de naissance, votre lieu de résidence, tout ce que vous aimez, tout ce que vous n'aimez pas, tout ce que vous likez, vos photos, sur Amazon, ce que vous achetez, ce que vous visitez, ce dont vous regardez les détails, même si vous ne l'achetez pas. Ce que vous postez. Et que d'ailleurs, tu vas avoir une pub arrivée de ce que tu as regardé. Exactement. Toutes ces données-là, ce sont des données bien plus importantes que la petite trace que j'ai utilisée. Donc imaginez qu'à ce moment-là, on connaît réellement votre nom, on connaît réellement votre âge. Et on peut à ce moment-là, de manière beaucoup plus fine, savoir quelle serait la probabilité. On sait où vous étiez, vous payez qu'une carte de crédit, vous étiez donc physiquement à un endroit dans un magasin, parce que vous avez payé que cette carte de crédit. Vous avez utilisé votre carte de transport en commun, votre passe Navigo, je ne sais pas si c'est que à Paris ou c'est ici, vous avez utilisé votre carte de transport en commun, vous avez badgé, donc on sait que vous avez pris à telle heure tel bus à tel endroit. Vous utilisez votre GPS dans votre voiture, on sait que vous êtes à tel endroit, à tel moment. Ne serait-ce que le téléphone, on sait partout. Donc voilà, avec le téléphone. Le sujet ici, c'est de se dire, avec cette fiction où on va créer un système vivant de visiteurs et de génération de visiteurs, alors c'est très rigolo, on va deviner votre progéniture, mais
quand on réfléchit à l'ensemble des traces que l'on laisse réellement, peut-être qu'un jour, on arrivera réellement, et c'est la question un peu plus rigolote, on arrivera réellement à anticiper, à deviner, non seulement savoir votre passé, estimer votre futur, mais jusqu'à votre futur intime, et jusqu'à éventuellement votre progéniture. Et ça, c'est la question Actuelle. que cette installation pose. Elle sera visible à Praich aussi. Une installation. Mais alors, elle mérite quand même toute l'explication que tu viens de nous faire. Oui, quand on est devant, on voit des gens qui visitent. Ben oui, mais bon. En fait, Comment veux-tu que les gens comprennent? Techniquement, en fait, elle est associée. Alors, on ne pourra pas l'utiliser à Praich. Techniquement, elle est associée avec une application qui va sur le smartphone. D'accord. C'est-à-dire que les gens visitent. Ils visitent réellement. Ah oui. Donc, dans l'image qu'on voit là, tous les gens, il y a Brent par exemple, il y a une petite parenthèse, il est écrit 0. Et puis il y en a d'autres un peu plus bas, au milieu, Shirley par exemple, une parenthèse c'est 1. En fait, c'est le numéro de la génération. 0, ce sont les vrais visiteurs. Ce sont ceux qui visitent réellement, ce sont les humains. Et après, qui laissent des traces avec leur téléphone portable. Alors après, évidemment, on n'aura pas le téléphone portable, puisqu'on ne visite pas Enghien-les-Bains. Elle a été faite pour Enghien-les-Bains. Mais à partir des vrais visiteurs, on va créer les visiteurs virtuels. Shirley est une visiteuse virtuelle. Elle est de première génération. Donc elle est elle-même l'enfant de 2 visiteurs de génération 0. Ce qu'on voit de l'autre côté, c'est précisément l'ensemble des informations que l'on peut capter. Donc on a un visiteur qui s'appelle Harry, qui est un homme qui a 28 ans. Il est de génération 0, donc c'est un humain. Il est en train de visiter. Et là, on a la probabilité qu'il ait tel style de visite entre la fourmi, c'est en anglais, mais le papillon, le poisson, la sauterelle. On a les différents niveaux d'intérêt pour les POI, ce sont les Point of Interest, les points d'intérêt. Donc le centre des arts, il n'y est pas allé, il n'a pas d'intérêt. Le stand du liste, il a un poids de 0,11. Et quand les centres n'ont pas été visités ou ont été visités, quand ils sont en dessous de la moyenne, on perd de l'intérêt. Quand ils sont au-dessus de la moyenne, on gagne de l'intérêt. Il y a tout un algorithme, un calcul, d'apprentissage. On sait avec qui ils se sont trouvés. Donc, on sait qu'il a été avec Raymond pendant 7 minutes et demie. Il s'est trouvé pendant toute sa visite avec Raymond pendant 7 minutes et demie, sur différents stands. Et il s'est trouvé avec Catherine pendant très peu de temps, je dirais 6-7 secondes. Ils sont croisés 6-7 secondes, quelque part sur un stand. On sait tous les stands qu'ils ont visités. Donc on a tous les détails, tout ce qu'on a appris sur les gens. Non, c'est incroyable. Voilà. Et c'est très simple, c'est uniquement avec l'information, quelqu'un est entré quelque part à tel moment. Point. Donc voilà, donc avec l'application, évidemment, on a besoin de moins d'explications. Donc l'installation est plus vaste que juste l'ordinateur, la simulation et l'écran. Elle inclut l'application numérique sur le smartphone que les gens vont installer, etc. Ça, elle ne sera pas disponible après cette application sur le smartphone. Voilà, donc ça c'est un exemple d'art numérique qui non seulement utilise l'ordinateur comme élément matériel de l'œuvre, c'est pas une peinture, c'est un logiciel, et qui questionne sur notre rapport avec la technologie. Ça, imbriqué. Voilà, donc j'ai toute une série de projets qui sont dans cette... de tes projets. Dans les projets, oui. Ben, ça méritera une 3e émission. Hein? Certainement. Parce que j'en serais ravi. On arrive. Mais c'était passionnant, mais oui. J'espère que je n'ai pas embêté tout le monde avec trop de théorie. Certainement pas. Donc, je vais passer aux remerciements. Alors, évidemment, on te remercie d'avoir déjà fait le chemin, d'avoir accepté une 2e fois. Oui, mais c'est un grand plaisir. Et puis, de nous avoir reçus si gentiment chez toi. Ça me fait plaisir aussi. Les frites. On a mangé des bonnes frites belges. Ça fait toujours plaisir. Non, mais on doit venir manger le chili. Le chili con carne. Je dois encore préparer un chili con carne. Tout à fait. Donc, ça, on te le rappellera. Et alors, on voudrait dire que cette émission, vous la verrez dans quelques heures en podcast. Elle sera sur notre page Facebook qui s'appelle L'œuvre à nu, ou nos pages personnelles, donc la page de Jannick et la mienne. La prochaine émission aura lieu le 15 novembre. Nous allons, hors caméra, te donner les livres d'or tout à l'heure, tranquille. Tout à l'heure, tranquille, on va boire un verre. Chacun a le livre d'or. Et puis, je pense que Johan nous fait Il y a du chat. Signes. En fait, il y a Jean-Luc qui demande si on peut lui faire une petite pub. Mais bien sûr, Jean-Luc. Alors, je vais essayer de me trouver.
Voilà, il nous annonce son concert au Gueulard, c'est donc à Nilvange, vendredi 12 octobre. Oui. Voilà. Donc voilà, vendredi Alors- 12 octobre, tous au Gueulard pour aller voir Jean-Luc Coquelin. Voilà. Donc je suppose que c'est avec son dernier album. Oui, Oui, il alors va- attends, il a voilà. marqué présentation de son nouveau spectacle autour C'est des spectacle. Son chansons, spectacle. dont toutes celles de l'album. Il était Voilà. Ah, voilà. D'accord. Et alors, j'ai vu que Jean-Luc avait posté tout à l'heure justement cette publicité, mais, Mais- comme ça faisait Ça tombait sur l'œuvre la- à nu, on le mettra, on va le mettre d'ici On le quelques mettra jours, on après. le repartagera. Parce Je que suis sûr qu'il sera voilà. content. Oui, et ça vaut la peine d'y aller, je vous le dis. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Donc voilà, j'ai remercié tout le monde. Merci, je Jean-Luc, pense. hein. Et apparemment, il y a Jean-Luc l'autre qui vient Oh. de Ah, Jean-Luc. Alors l'autre, Jean-Luc Il s'est Curabé. identifié comme Jean-Luc l'autre. l'autre, Alors L'autre l'autre Jean-Luc. Jean-Luc. et là, on te donne rendez-vous à Prêche où on verra tes âmes égarées. Non, oh, oui, Ou tes gueules cassées. Ce sera peut-être oui. On verra. Peut-être autre chose, ce sera la surprise. Qu'est-ce qu'il a encore dans Je ses ne cheveux sais pas, Ah, je mais ne peux tu pas sais, vous le tu dire. sais. Tu sais, tu vois, sais, tu mais sais, bon. tu sais. Mais je pense qu'il On doit va être sur garder la autre surprise. chose. Il doit être sur des nouveaux projets quand même. Alors donc Bon, voilà, ce c'est sera la la fin de surprise, l'émission. effectivement. Bah donc un grand merci oui, à Yoann, comme tu me disais, sans qui, de toute façon, cette émission n'aurait pas lieu, parce que là, c'est vrai que c'était compliqué aujourd'hui, on n'a pas été très... Pas pour pour toi, moi. parce que bon, c'était... Fallait suivre et c'était bon. Ouais, tout s'est Mais très on bien s'en est passé. bien tiré, ça va. Donc merci Merci. Johan, parce que c'est vrai que c'est pas Enfin, toujours faut facile. dire hein. qu'il nous a fait remarquer quand même au début de l'émission que s'il voulait complètement faire foirer notre émission, il pouvait. Il avait les Donc, moyens. Il avait les moyens. Il en avait les nous moyens. nous en rappellerons. Et moi aussi. Alors, d'ailleurs, on va laisser la parole à Johan pour nous parler de son émission, parce que vous savez que Johan a une émission tous les dimanches soirs, Meuse Trans. Donc, je suppose que c'est la rentrée pour toi aussi. Oh, non, non, t'as déjà, non. oui, non, on t'a déjà vu. Oui. Donc, Non, la rentrée, je l'ai faite début Oui, septembre. oui, comme les enfants. À peu près. voilà, à nous, on peu l'a près. faite plus tard. C'est ça. Donc, Meuse in Trans, chaque dimanche soir à 21h, pendant au bas mot 3 heures. Ah oui, quand même. Hein. Avec, avec les nouveautés trans, les différentes petites rubriques dans mon mag. Et puis ensuite, au bas mot 2 heures de mix. Donc dimanche prochain, ce Donc, sera c'est toi qui l'épisode es au- 2. Voilà, là c'est moi. Dimanche dernier, c'était Ludal qui est venu nous faire un petit coucou. Et ce dimanche, épisode 284, Oui, je bah, crois. 284e émission. Et je présente la 3e partie de mon Best of Mag. Voilà. Ah, best-of. Je mixe en direct les morceaux que j'avais présentés dans les précédentes émissions. Vivement Et dimanche. ben voilà. Donc bien. voilà, pareil, C'est mon dimanche, programme, si c'est vous ne dimanche. savez pas quoi faire. Oh, bah, même vous si a- on est Voilà, mais même, voilà, on peut Même si on sait quoi mettre... faire. même voilà. si on sait quoi faire. Et alors, on va terminer l'émission par. Alors oui, alors on a refait un petit diaporama Oui, avec, très bien. pour repasser les différentes œuvres qu'on a vues, parce que Mhm. c'est vrai que c'est passé... donc voilà, il y aura un petit diaporama pour clôturer l'émission, Voilà. que tu vas découvrir. Oui, très bien. Oui, Et ça bon, m'intéresse. au revoir à tous. Au Et revoir à tout et- le monde. Et j'espère À la avoir. prochaine. Et merci, intéressé tout le monde. merci à tous ceux qui nous ont laissé un petit mot Intéressé, sur, ça- ça nous sur fait le chat. plaisir, hein. Mais ça y est, Daniel, je vois. On va voir. Bonsoir Daniel.